Bonjour, bonjour. Déjà, je suis ravi d'être ici. Pas qu'en tant que cabinet de recherche de marché. On m'a demandé d'être ici pour vous présenter un peu, vous mettre en contexte qu'est-ce que représente l'IA, à la fois pour les ESN et pour vous, clients, et qu'est-ce que ça représente en tant que marché, comme opportunité ou comme menace. Donc rapidement, je vais laisser... Pour commencer, en tant que cabinet de recherche, on fait beaucoup d'études, de sondages pour bien comprendre les problématiques des grandes entreprises. Et le dernier sondage qu'on a mené en partenariat avec Numéum auprès de plus de 200 entreprises françaises, c'est d'essayer de comprendre quelles sont leurs principales problématiques et où aujourd'hui elles vont investir leur argent. En numéro 1, ça ne surprend personne, c'est la cybersécurité. Et ça reste la priorité numéro 1, et ça depuis maintenant plus de 3 ans. En revanche, ce qui est nouveau depuis 18 mois, c'est que les priorités numéro 2 et 3 sont désormais l'IA générative et l'analyse, l'utilisation de la donnée, à la fois pour optimiser les process internes, mais aussi pour optimiser les produits et les process externes des entreprises. Quand on regarde les différentes familles d'investissement, on s'aperçoit que dans le temps, ça bouge beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, on s'aperçoit que le digital workplace est en dernier parmi la priorité des entreprises. Pendant la Covid, c'était numéro 1. Depuis plusieurs années, c'était le cloud qui était priorité numéro 1. Aujourd'hui, c'est l'IA générative. Maintenant, certes, OK, c'est une priorité, mais maintenant, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement, de chiffres? Eh bien, on estime qu'en 2025, les entreprises françaises ont investi plus de 250 millions d'euros en services IT autour de l'IA générative. Et ça, c'est un marché qui devrait connaître près de 50% de croissance annuelle d'ici la fin de la décennie. C'est donc un marché de plus d'1 milliard attendu d'ici 2029. Bon, annoncer des milliards, souvent sans contexte, ça ne veut rien dire. Donc simplement pour vous donner un ordre de contexte, c'est 25% des investissements faits autour de la donnée, de l'optimisation des données, des bases de données, qui va être dirigé autour de l'IA générative dans quelques années. Maintenant, si on investit beaucoup, tous les secteurs et tous les domaines d'activité ne seront pas impactés de la même façon. Pour ceux derrière, je suis désolé, vous voyez peut-être mal, mais l'idée sur cette diapositive, elle est assez simple. D'un côté, sur les lignes, c'est tous les secteurs, les pans de l'économie française. L'agriculture, la banque, l'industrie, l'énergie. Et à la verticale, c'est tous les process d'une entreprise, du marketing à la vente, à la R&D, à la supply chain. Et en fait, ce qu'on a essayé de représenter, c'est quels sont à la fois les secteurs et les process d'entreprise qui seront le plus impactés en termes d'IA. Et il y a 2 conclusions. La première, c'est qu'il y a du bleu partout. Partout. Donc, il n'y a pas un secteur, même l'agriculture, et il n'y a pas un process d'entreprise qui ne sera pas impacté par l'IA générative. La deuxième conclusion, c'est qu'on a 2 colonnes fortement bleu foncé ici. Et c'est donc les 2 process qui sont aujourd'hui les plus impactés et dont on va véritablement avoir un bousculement des process. Le premier, c'est tout ce qui est marketing et vente. On s'en rend bien compte, on peut générer des images, du texte, des campagnes publicitaires en un clic, ce qui était fait précédemment par des équipes de créateurs en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et la deuxième colonne, c'est ce qu'on appelle le software engineering, c'est-à-dire coder, faire du test de code, du test de software. Et c'est là où les outils tels Copilot augmentent la productivité d'un facteur multiple, pas simplement 10-20%, mais 100-200%. Ce software engineering, c'est le métier des ESN. Et donc les ESN vont être parmi les premiers impactés par l'IA générative, et ça de multiples façons. Donc on a parlé des freins, où l'idée d'aujourd'hui, c'est de discuter un peu des freins et des menaces et des opportunités pour les ESN. La première chose à avoir, c'est que l'IA est une énorme menace pour les ESN dans la façon dont elles travaillent aujourd'hui. Leur modèle économique est complètement à revoir, dans le sens où quand on va dans le cloud et on fait du SaaS, on a besoin de moins de services que quand on faisait des choses on-premise, et on a besoin d'un changement complet de compétences. La plus grande ESN dans le monde, Accenture, la plus grande ESN française, Capgemini, aujourd'hui, ont des cours de bourse près de 50% en deçà de leur pic en 2021, juste avant la sortie de ChatGPT. Pourquoi le marché doute tant? C'est des acteurs qui ont plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers
d'employés qui aujourd'hui font du code, font du développement applicatif pour les clients. Et c'est un des premiers métiers qui va être impacté. Et d'ailleurs, on l'a vu ces dernières semaines, malgré des résultats financiers solides, des bonnes marges, un bon free cash flow, des acteurs comme Accenture et Capgemini ont annoncé de grands plans de suppression d'emplois, parce qu'il va falloir changer de modèle. Donc, malgré cette annonce un peu alarmiste pour les ESN, il y a quand même d'énormes opportunités. D'abord, elles peuvent utiliser l'IA générative pour des gains de productivité. On l'a vu, la moitié de leur chiffre d'affaires est aujourd'hui générée pour du développement de code ou de l'application management. Eh ben, utiliser des outils d'IA générative, ça veut dire gagner en productivité, en efficacité, de manière très importante. Et la deuxième, c'est qu'elles doivent se transformer et offrir des nouveaux services à valeur ajoutée. Les ESN sont quand même, si l'IA générative va impacter tous les pans de l'économie, les ESN sont les acteurs les mieux placés pour en faire bénéficier les entreprises. Elles ont les compétences, le savoir-faire et souvent les outils pour pouvoir l'amener. Donc c'est véritablement un grand défi pour les ESN qui vont devoir se réinventer et donc essayer de passer d'un modèle forfait, où on vous vend des heures de développeurs, à un modèle de résultat, où on va vous vendre une amélioration de vos process. Et ça, c'est tout le grand défi qui nous attend. Et je pense que les tables rondes qui vont suivre ma présentation vont bel et bien discuter des enjeux de cette transformation. Maintenant, pour vous, entreprise, comment est-ce que l'IA générative va impacter? On l'a vu fortement. La première chose, c'est pour le déployer de façon correcte, il va falloir la personnalisation de l'IA générative est clé. Globalement, l'IA générative, on a différents modèles. On a ce qu'on appelle les modèles publics, que vous utilisez tous probablement de façon personnelle. Les chats GPT, le chat, Claude. Et on le voit chaque semaine, des nouveaux modèles qui sortent, qui coûtent des millions de dollars à développer, avec des usages très spécifiques, le 1 et le 5. Vous, en tant qu'entreprise, et c'est là toute la clé, si on veut pouvoir déployer de l'IA générative, il ne faut pas utiliser les modèles publics, ou du moins pas de façon publique. Il faut faire ce qu'on appelle une personnalisation de l'IA sur les données de l'entreprise pour pouvoir assurer la sécurité, la souveraineté nécessaire des résultats. Donc, sans rentrer dans les détails techniques, il y a différents niveaux où on entraîne les modèles sur les données de l'entreprise, où on fait du RAG, où on peut même faire du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on apprend au modèle grand public le langage de votre secteur et de votre entreprise pour pouvoir mettre des fortes barrières et s'assurer de la qualité, de la pertinence, de l'absence d'hallucination et de véritablement pouvoir tirer parti de tous les bénéfices de l'IA générative sans en encourir les risques. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si tout le monde veut déployer l'IA générative, on ne peut pas le faire de façon successful, de manière optimisée, si on n'a pas, et c'est le plus important, une bonne gouvernance. Quand on parle d'IA, on parle souvent d'impact écologique. Mais en fait, on appelle l'IA responsable un élément très important, mais ça va bien au-delà de l'élément écologique qu'on lit souvent dans la presse. Qu'est-ce qu'une IA responsable? Comment vous devez déployer l'IA? D'abord, c'est la gouvernance qui est clé, et c'est de prendre en compte un peu ces 4 familles de responsabilités. La première, c'est une dimension individuelle. Est-ce qu'on respecte bien la propriété intellectuelle en entraînant les modèles? Aujourd'hui, on s'aperçoit que la limite des grands modèles universels comme ChatGPT, c'est qu'il leur manque de données pour entraîner les modèles. Et donc, ils acquièrent des données, ils vont faire des... Et donc, c'est être capable de pouvoir respecter la vie privée. Ensuite, il y a une dimension sociale. Et là, c'est cette fameuse transparence des modèles ou avoir des modèles avec des préjugés. Tous les modèles ne se valent pas. On l'a bien vu, Elon Musk va lancer son propre modèle Grok qui n'aura pas les mêmes préjugés ou qui ne va pas rendre les réponses de la même façon qu'un modèle type ChatGPT. Elle va avoir des biais cognitifs volontaires, programmés, qui seront différents. Et donc ça, c'est très important de savoir quels sont les modèles, quels sont les biais des modèles que l'on utilise. Ensuite, la dimension technique, ça, souvent on l'a en tête, l'IA générative, ça consomme énormément d'énergie, énormément d'eau pour les requêtes. Donc, est-ce qu'on doit véritablement utiliser les plus gros modèles pour des petits usages? Il va falloir utiliser donc probablement des modèles adaptés à chaque usage. Et enfin, la dimension environnementale, cette consommation qu'il va falloir réduire. Donc ça, c'est très important pour le faire avec succès et déployer l'IA générative, c'est le faire avec une gouvernance forte et penser à ces 4 familles d'IA responsables. Enfin, pour terminer,
On parle beaucoup d'IA générative, mais pour nous, la vraie révolution, ce n'est pas l'IA générative, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Pour faire simple, l'IA générative, ça crée du contenu. Ça nous aide à faire ce qu'on fait déjà, mais de manière plus efficace. On crée du contenu, on fait des résumés, on fait des traductions, on crée des images. Très bien, mais on fait la même chose de façon plus efficace. Demain, ça commence véritablement aujourd'hui, c'est l'IA agentique, où en fait, on ne fait plus simplement la même chose de façon plus efficace, mais si on donne à l'IA la possibilité de faire des choses. Chaque agent IA, et donc dans une entreprise, on va avoir ce qu'on appelle du multi-agent. C'est chaque agent va avoir une tâche précise à résoudre. Et donc, l'IA générative va amener le contenu, mais c'est l'agent qui va véritablement faire. Et c'est là où les process d'entreprise pourront être fondamentalement impactés. Donc, pour finir, j'aimerais que vous reteniez 3 choses de ma présentation. La première, c'est que l'IA générative est là, se développe fortement et que le marché est extrêmement dynamique. Le deuxième, c'est peu importe le secteur d'où vous venez ici dans la salle, vous serez impacté. Tous les secteurs et tous les verticaux seront impactés. Et le troisième, particulièrement les ESN, elles vont probablement devoir se réinventer complètement et trouver des nouveaux business models. Et donc, j'ai laissé la parole pour pouvoir en discuter plus longuement à M. Carré. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous présenter nos intervenants qui sont là. Alors, je vais quand même commencer par Valentine Ferréol, donc DSI de Linksense, aussi président d'honneur du G9+, et membre du CIO, French CIO Women, French Women CIO. Voilà. Bonjour, Djilali Kies, donc on va dire expert en gouvernance informatique, voilà, ancien DSI de TDF, Sébastien Bombal, coordinateur technique des douanes, c'est le bon terme, et Frédéric Brochard, COO donc de RMC BFM et aussi président du CRIP. Donc on est la table ronde des CIO, CTO. Donc on va élaborer plusieurs questions. On va commencer tout simplement par votre stratégie. En fait, où vous en êtes de votre réflexion sur l'IA, déjà pour vos process internes, vos collaborateurs. Voilà, je ne sais pas si on veut commencer. Valentine, non, Valentine. Tiens. Donc, juste pour préciser, Linksense, c'est une entreprise technologique qui intervient sur la fabrication des composants des puces, des cartes à puces, depuis 40 ans. Donc, en fait, vous avez des produits qui sont passés entre nos mains parce que vous avez une carte bancaire, vous avez une carte SIM avec votre téléphone, vous avez une pièce d'identité, tout simplement, ou le badge de votre entreprise. Donc, moi, j'ai rejoint Linksense en octobre 2024. Bien évidemment, en octobre 2024, on parlait déjà d'IA, de générative IA. La filière de l'électronique, pour représenter son contexte, elle est quand même en grande turbulence depuis 2024. Donc les premières questions n'étaient pas forcément l'IA générative. Toujours est-il que très rapidement, comme on l'avait souligné, on a besoin de data structurée. Donc ça a été une des premières actions de travailler sur notre donnée, de la mettre à la portée des métiers pour pouvoir aller chercher des cas d'usage derrière. Et donc, tout au long de l'année 2025, on a avancé de cette manière-là avec une approche par les processus. Bon, vous connaissez l'architecture d'entreprise avec les processus métiers, les data, et finalement, comment on avance là-dessus. La démarche s'est structurée de manière beaucoup plus forte et en accélérant, avec une volonté d'accélérer depuis l'été 2025, en fait. Donc là, on est déjà en action. Effectivement, on est une entreprise d'ingénieurs innovants. On a une idée, on fait. Donc, comment finalement toutes ces idées, toutes ces énergies sont transformées en Shadow IA qu'on fédère pour transformer le Shadow IA en crowd innovation. Voilà. En tout cas, vous êtes déjà dans la transformation des process et pas sur le simple Exactement. POC ou test, mais vraiment. Peut-être, Sébastien, vous pouvez... Pardon, avec beaucoup d'humilité, on expérimente. Hein, parce que... Oui. Bonjour à tous. Un petit mot sur les douanes. Donc pour nous, effectivement, l'IA
dans la transformation technologique de la douane, c'est important pour en gros 3 domaines. Un domaine qui est lié à tout ce qui concerne la lutte contre la fraude, donc les trafics illicites et autres trafics prohibés. Là, on va être très centré sur tout ce qu'on va appeler en termes de fonctionnement, le ciblage, l'investigation. Il y a énormément de flux de marchandises sur le territoire national et donc forcément, il faut qu'on aiguille notre capacité de contrôle. Quand vous avez 1 million de conteneurs sur le port de Marseille, vous imaginez bien que les conteneurs maritimes, on ne va pas tous les ouvrir. Donc forcément, il faut qu'on soit performant sur ce domaine-là. Donc l'IA est clairement un volet pour nous d'optimisation dans tout ça. Toute la partie procédurale, contrôle, digitalisation aussi de notre lien avec les opérateurs économiques. Lorsqu'on fait du dédouanement, vous envoyez tout un tas de documents. Faut les parser, il faut les lire, il faut les comprendre. Et c'est là que l'IA générative, effectivement, a un apport. À l'inverse, pour tout le volet procédural, là aussi, on envisage beaucoup de gains de productivité dans ce domaine-là. Donc peut-être pour contredire le petit carré bleu clair qu'on avait dans le slide juste avant, là, dans juridique pour l'État. Je pense que là, il y a clairement un axe de progrès pour nous, en tout cas majeur, qu'on a bien identifié. Et je dis d'autant plus, c'est qu'on est dans cette année, dans l'année 2026, une année où on fait ce qu'on appelle une recodification. Alors c'est un mot un petit peu barbare, mais ça arrive de temps en temps. C'est qu'on prend l'ancien code des douanes, on le jette et on refait un nouveau code des douanes aligné sur un certain nombre de standards où tous les numéros changent. Accessoirement, on réécrit tous les textes, donc quelque chose qui est assez simple. Ça arrive de temps en temps. Il y a eu le code du travail qui a eu sa recodification. Bientôt, il y aura le code de procédure pénale qui aura la sienne. Je ne vous cache pas qu'en termes de compréhension pour tout le monde, en termes d'assistance juridique, là aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, notamment pour accompagner tous nos douaniers qui, du jour au lendemain, doivent apprendre un nouveau code. Et donc l'IA générative est aussi un sujet d'expérimentation pour nous en ce moment, parce que la mise en œuvre est prévue au mois de mai, donc autant vous dire qu'on est assez chaud sur le sujet. Je dis d'autant plus que ces 3 cas d'usage pour nous, aujourd'hui, restent encore des sujets qui sont en expérimentation, sur ce volet juridique, sur ce volet donc relation avec nos clients, que sont les opérateurs économiques pour tout le volet dédouanement. Bien sûr, en interne, pour la DSI, tout ce qui est automatisation autour des équipes d'infrastructure, de développement, pour générer des configurations, pour générer du code automatiquement. C'est un axe pour nous aussi important. Et puis plus globalement sur le secteur du transport et de la logistique, on voit quand même énormément aussi d'apports de l'IA autour de tout ça. Il y a 10 jours, j'étais à Abu Dhabi sur le sujet pour participer avec toutes les douanes du monde sur justement ces évolutions technologiques. Et on voit bien que des Émiratis à l'Égypte, en passant par plein d'autres pays, l'analyse des chaînes de transport et l'appui de l'IA dedans pour optimiser les flux, classique, statistique et prédictif pour optimiser les flux de marchandises, mais aussi l'IA générative pour tout ce qui est génération de documentation, optimisation de tout ça, est un gros volet aujourd'hui de transformation sur le secteur. Voilà, juste pour partager un peu nos préoccupations. On peut passer. Oui, les médias, c'est sans doute un peu particulier vis-à-vis de l'IA, parce que c'est vraiment, et ça a été dit, l'IA générative de contenu. Or, un média, c'est avant tout du générateur de contenu. Donc on est dans une période, alors on parle de la menace sur les ESN, on va parler un peu de menace sur les médias alors. Si vous regardez un média, il y a quand même 2 grands rôles, c'est divertir et informer. Donc sur le premier, c'est quand même assez clair, vous pouvez facilement maintenant aujourd'hui créer des scénarios entiers sur IA, vous pouvez animer, vous voyez bien qu'il y a des fictions entières maintenant qui commencent à être créées par IA. Donc ça, c'est encore plus que pour nous, le distributeur, enfin éditeur, c'est pour le créateur de contenu. C'est à la fois une immense opportunité, évidemment, de productivité, mais ça permet de tellement facilement créer du contenu que ça pose question quand même sur la suite. Sur la partie information, c'est différent, je pense, parce que là aussi, alors c'est très facile d'écrire un article avec l'IA. Je me demandais d'ailleurs qui avait tapé la vague IA opportunité menace OSN dans ChatGPT pour avoir la réponse, mais c'est vrai que c'est assez facile d'aller écrire un article. Mais peut-être pour le coup que c'est une opportunité, je pense, pour nous, pour une chaîne comme BFM, une radio comme RMC, parce que de plus en plus, ça va être difficile de savoir ce qui est vrai et pas vrai. Et donc, je pense que des tiers de confiance vont finalement avoir plus d'importance qu'hier, puisque vous pourriez demander tout et n'importe quoi et avoir des réponses de tout et n'importe quoi. On l'a dit tout à l'heure, il y a des biais par rapport aux réponses. Et donc, je pense pour nous que ça va plutôt être une opportunité. Merci. Djilali, peut-être un mot suite à votre expérience, peut-être chez TDF. Mon expérience chez TDF, parce que mon expérience de consultant, je suis un jeune consultant depuis quelques mois. Par contre, j'ai eu deux décennies et un écho, je pense, de direction SI chez TDF. Où est-ce qu'on est, au moment où j'ai quitté TDF, où est-ce qu'on en était en matière d'IA?
Alors, on avait incubé et mis en œuvre plusieurs cas d'usage. Les premiers, c'était bien avant l'IA générative, donc on a utilisé l'IA pour valider des installations réseau par nos sous-traitants avec la reconnaissance d'image. On a fait de la computer vision pour la sécurité de nos sites, de la maintenance prédictive, je pense comme toutes les industries. En parlant d'IA générative, donc les premiers cas d'usage mis en prod, c'était pour générer des docs, des comptes rendus d'incidents, des synthèses d'incidents, pour aider à la génération de mails, de communication client. Et en parallèle de tout ça, on a essayé d'acculturer tout le monde, tous les utilisateurs du SI à l'usage de l'IA générative, et à apprendre à prompter pour promouvoir un peu de... Vous avez utilisé le terme shadow innovation ou quelque chose comme ça. Donc c'était justement ça qu'on cherchait, c'est d'aller identifier des initiatives disruptives, sécuriser les mauvaises, interdire les mauvaises et généraliser les meilleures. D'accord. OK. Alors, donc, on est pas mal quand même dans des cas d'usage. Est-ce que, donc, on était plutôt sur en interne, les gains de productivité, les changements de process, recodification. Est-ce que vis-à-vis de vos clients et ou usagers ou partenaires, il y a d'autres process que vous êtes en train de transformer, d'autres cas d'usage, d'autres choses que vous êtes en train de développer? Alors, clients et ou téléspectateurs et ou abonnés. Peut-être, je ne sais pas, Valentine, si vous voulez commencer. Donc plus vis-à-vis de ce que vous offrez en termes de services ou produits à vos clients. C'est tout bon, c'est dans l'autre sens. Nous, on est sur des produits technologiques. C'est du hardware, principalement, à forte valeur ajoutée. On ne va pas se mentir, l'essentiel des apports qu'on est allé chercher des IA ou du machine learning de toutes ces années, c'est davantage sur la performance interne. En fait, c'est la performance opérationnelle dans les métiers qui étaient ciblés de la filière. Donc nous, on est une entreprise manufacturière. On a une ingénierie produit, mais on est avant tout une entreprise manufacturière. Donc oui, il y a de la supply chain, oui, il y a de customer service opérationnel, il y a de la finance aussi, mais c'est avant tout ça et ces process qui sont en interne. Donc sur l'expérience client ou le service vis-à-vis des clients, ça va être sur le design de produits potentiellement ou sur l'accélération dans la reconnaissance finalement soit de défauts comme vous l'avez fait avec la reconnaissance visuelle où ça oui on avait mis au point déjà depuis plusieurs années finalement du machine learning. Donc en termes de design de service, design de produits, oui, il y a des choses qui sont faites. Après, c'est le cœur de métier. Je ne vais pas vous donner de cas d'usage pointu, sinon je vais me faire attraper par la police à la sortie. Mais toujours est-il que oui, en effet. Et pour le coup, puisqu'on est quand même sur des sujets de responsabilité aussi, on a une attention particulière parce qu'on est sur des critères de certification qui sont très pointus. Vous imaginez quand on fait des produits, des tags pour les secteurs de la santé, bien évidemment, il faut qu'on soit très respectueux et qu'il y ait une ségrégation de données, etc., qui soit pointue. Donc, pour revenir sur quelques cas d'usage que vous aviez évoqués, pour parler plus clairement, là, j'ai donné quelques exemples qui sont internes, donc sur la supply chain, sur des outils de productivité. C'est vrai que nous, on a choisi, je ne sais pas, c'est peut-être une question suivante, on a choisi plutôt sur cette partie-là de s'appuyer sur des éditeurs de logiciels qui sont nos partenaires, qui eux-mêmes augmentent leurs solutions avec des agents, parce que la donnée est déjà structurée, la donnée est déjà traitée, que ce soit pour les parties contractuelle et finalement legal, quelque part, que sur la partie opérationnelle. D'accord. Frédéric, peut-être pour changer l'ordre des intervenants, plus sur la partie client, téléspectateur, abonné, le cas échéant. Oui, je vais vous donner deux exemples sur lesquels on travaille. Il y en a un qu'on va sortir là, de façon imminente avec Renault, les voitures. On a une application qui s'appelle RMC Drive. Et donc, vous avez un trajet, vous avez 20 minutes. Ah non, aujourd'hui, finalement, vous avez 30 minutes. Et bien, vous allez pouvoir demander à l'application, effectivement, en fonction du temps que vous avez et des centres d'intérêt que vous avez, il va vous faire une 30 minutes sur tout ce qui vous intéresse. Et donc, complètement adapté et au temps et à vos centres d'intérêt. Donc ça, c'est ce qu'on sort sur les voitures Renault. Et ça, c'est, on va dire, vers les téléspectateurs et les auditeurs. Et en interne, ça, c'est intéressant. Et je reviens sur la question de la vérité et de l'information.
on est en train de développer un outil de fact-checking avec Mistral. Et donc, on le teste, c'est-à-dire, par exemple, vous interviewez un homme politique, on l'a testé sur un interview qu'on avait. Et donc, l'homme politique en question, par exemple, disait qu'il y avait 400 000 visas qui étaient donnés. Et donc, on peut très rapidement avoir une réponse sur cette information, sur le sujet que vous imaginez à peu près, le bord politique de la personne qui pouvait dire ça et que c'était trop. Et donc, l'IA vous répond. Non, en fait, c'est 250 000, dont la moitié, ce sont des étudiants. Mais ce qui est intéressant, parce que à la limite, dans ce cas-là, on pourrait dire tout et n'importe quoi, mais en plus, vous avez le lien qui renvoie vers le ministère de l'Intérieur avec l'information donnée par le ministère de l'Intérieur. Donc, ça peut profondément changer quand même, je pense, la façon, et sans savoir, moi, exactement, c'est pas mon rôle de savoir où ça va aller, mais si le fact-checking devient quelque chose d'immédiat, je pense que le jeu journaliste-homme politique va peu profondément être changé. Monsieur Bombal, oui. Avec tous les cas d'usage que je vous ai cités, c'est sûr que pour nous, en fait, il y a deux types de populations au final. Il y a le sujet de l'expérience client, pareil, des opérateurs économiques, où là, c'est un sujet de gain économique pour les opérateurs, hein, dans les procédures à faciliter, quelque part à faciliter pour eux. Et puis c'est un sujet de compétitivité, du coup, pour la nation, parce qu'on peut dédouaner en France, mais on peut dédouaner dans d'autres pays. Donc on est aussi en compétition entre États membres sur ces sujets-là. Donc pour nous, c'est un vrai sujet de garder bien sûr des emplois et de la fiscalité sur le sujet en France. Sur le sujet des agents, c'est un sujet de performance, c'est un sujet de qualité dans le travail effectivement qui est fait. On peut aller plus en profondeur pour certains sujets, et c'est un sujet aussi parfois d'attractivité, parce que là aussi, il y a des sujets derrière, d'avoir travaillé avec des outils bien sûr innovants, facilite aussi certains sujets de recrutement. Mais l'IA générative, pour moi, par rapport à la petite ouverture qui a été faite sur l'IA agentique, pose une question un peu différente sur le redéploiement. C'est-à-dire la notion de dire, est-ce qu'avec l'IA générative, on va redéployer ou éventuellement optimiser des nombres de personnes. J'y crois pas trop sur l'IA générative, en tout cas dans les cas d'usage qu'on a vu chez nous. On sera plutôt sur de la performance et de l'optimisation de l'existant, là où l'IA agentique automatise des tâches et donc pose parfois effectivement une question très clairement sur du redéploiement possible autour de ça. Donc l'IA agentique sera un vrai changement, je pense, pour ces processus métiers, plus que l'IA générative. Vous pouvez peut-être garder le micro, comme ça on change un peu l'ordre. La prochaine question, c'était justement, pardon, ça fait très fort, sur l'impact sur vos organisations. C'est-à-dire à quel niveau se situe l'IA ? Est-ce qu'il y a une organisation dédiée ? Est-ce que c'est décentralisé dans les différentes directions métiers ? Est-ce que c'est une stratégie qui est discutée en COMEX ou encore plutôt au niveau des opérationnels, qu'ils soient métiers ou DSI ? Et effectivement, deuxième question, est-ce que vous commencez à vous poser des questions sur l'impact sur les ressources ? Donc on en parlait tout à l'heure pour les ESN, mais pour vous aussi, vos organisations, si vous gagnez en productivité, peut-être qu'il y aura un impact sur les ressources. Peut-être vous pouvez... L'IA, comme comme le data d'ailleurs, hein, c'est un peu similaire en termes d'approche pour nous, effectivement est traité assez haut dans l'organisation. C'est-à-dire que oui, on en parle très clairement à l'équivalent du COMEX, donc on appelle ça les conseils d'administration chez nous. Mais oui, effectivement, on en parle dans ces enceintes, les plus hautes enceintes, dans lesquelles la stratégie douane 2030 où l'institution et l'administration est alignée effectivement avec ces opportunités technologiques, que l'IA effectivement est identifiée dans beaucoup d'actions pour un levier potentiel. Alors, quand je discute quand même avec d'autres administrations, j'ai discuté avec la gendarmerie cet après-midi, il y a quand même encore du cas d'usage où il y a beaucoup de cas et le taux de transformation in fine est quand même discutable. Donc il faut quand même garder aussi un petit peu raison sur ce sujet. Mais en tout cas, oui, c'est discuté à haut niveau. Ça ne fait pas l'objet aujourd'hui d'une gouvernance particulière, mais on voit bien que plus on avancera dans cette maturité, plus à un moment donné, il faudra... là aussi peut-être adapter une comitologie ou adapter une gouvernance particulière autour de tout ça. En particulier parce qu'il faut alimenter les moteurs avec de la donnée particulière et donc ça pose plein de questions derrière, juridiques, de décloisonnement, de modification dans les organisations parfois aussi, de responsabilité. Donc on en est encore un peu au début dans nos cas d'usage, mais on voit bien que ça commence à poindre dès qu'on commence à être un petit peu plus mature sur le sujet. Et puis après, sur les cas d'usage, ça nécessite une priorisation comme tout projet. Donc bien sûr, ça rentre dans le portefeuille projet d'innovation ou plus classique de la structure. Voilà. Valentine, peut-être, oui. Merci. Le sujet est pris à très haut niveau et comme je vous disais, il y a eu une accélération qui s'est déclenchée à l'été dernier avec une vraie ambition d'intégrer ces agents et du l'IA, que ce soit du machine learning ou sous toutes ses formes, dans les différents pans de l'activité.
Sur la performance opérationnelle, oui. Je vous évoquais tout à l'heure quelques typologies de clients. Bien évidemment, quand on travaille avec un équivalent de l'imprimerie nationale, mais d'un autre pays, il faut que les processus métiers de design et de production soient spécifiques. Et à la fois, si on peut être créatif et performant, bien évidemment, ça viendra enrichir. Donc ça, c'est au niveau du COMEX, et c'est une initiative que je porte, qui fait partie du budget de l'année. Nous, on a pris le parti, tout en ayant est-ce que c'est une comitologie, un collège qui se réunit pour challenger, secouer. C'est pas challenger dans le sens est-ce qu'on fait pas, est-ce que c'est bien. C'est de le regarder avec des regards d'experts, parce que personne n'a la vérité tout seul. On sera plus intelligent à plusieurs, mais d'en faire une revue et de s'assurer que le concept, le use case, on arrive à l'amener à quelque chose qui fonctionne et qui apporte de la valeur, sans en détruire. Voilà. Donc oui, on a cette instance qui s'est formée et qui commence à se stabiliser, qui s'enrichit avec de nouveaux profils pour faire des revues régulières, et soit des use cases spécifiques, soit des initiatives, on disait de shadow quelque chose, qui sont là et qu'il faut soit industrialiser, soit arrêter pour faire quelque chose qui soit vertueux, en fait. Et après, j'ai pris le parti de m'adosser aussi avec la politique de gestion de la confidentialité, parce qu'en fait, que ce soit des modèles qui soient larges ou small ou spécialisés, qu'on l'adresse à chaque fois au bon niveau et de la bonne manière. Là aussi, pour que finalement, cette culture de la nature de l'information qu'on est en train de manipuler, ça soit ancré, et que le métier qui est honneur de sa data soit aussi responsable sur le traitement qu'on fait appliquer. Il y a la question aussi, on ne l'a pas évoqué, mais d'explicabilité des algorithmes, parce que pour moi, effectivement, ça va changer la chaîne de valeur, ça peut changer certains processus. Toujours est-il que finalement, on le sait, il faut qu'on reste maître à bord de la décision, de l'action qui est faite, de l'évolution du processus, et ça demande un accompagnement pour monter encore plus en expertise, en compétences, se réapproprier la compétence métier de chacun des métiers, en fait. Peut-être Djilali, un mot sur TDF, si tu peux. Non, je vais juste compléter, mais je ne vais pas parler de TDF, je vais parler du sujet avec une autre casquette. Je pense qu'une gouvernance dédiée peut être utile au départ pour donner un coup de boost, pour accélérer. Un sponsoring très haut, très fort peut aussi aider. Par contre, il faut très vite se rapprocher d'une gouvernance du numérique global au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a certains prérequis qu'il faut préparer pour toucher la valeur qu'on attend de l'IA. Si on parle d'agents, tout à l'heure on évoquait les agents, on ne vient pas les brancher sur n'importe quelle architecture SI. Donc il y a des prérequis, il faut retravailler l'architecture. Là, c'est sous gouvernance du SI, gouvernance du numérique. Il faut sécuriser des choses au niveau data, c'est parfois dans l'entreprise au niveau de la gouvernance de la data. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut très vite faire converger tout ça autour d'une stratégie numérique plus globale, une gouvernance du numérique global au niveau de l'entreprise, si on veut toucher réellement la valeur escomptée. Oui, tout à fait. Frédéric, peut-être donc un mot sur à quel niveau dans l'organisation et éventuellement un impact sur les ressources, si vous avez déjà commencé à parler de ça. Oui, sur CMA Média, donc il y a un Copilia qui est piloté directement par le directeur général délégué, dans lequel je fais partie avec d'autres personnes. Et il y a également une autre, toujours pilotée par le directeur général délégué, mais une instance avec les partenaires sociaux. Et c'est important pour les tenir informés régulièrement de là où on avance. Et c'est indépendant du CSE, une instance qui est dédiée à cela. Ce qui est encore plus impressionnant, moi je trouve, c'est la gouvernance au niveau de CMA-CGM, parce que CMA Média, c'est un tout petit morceau de l'ensemble qui est CMA-CGM. Et là, il y a donc un patron de l'IA qui s'appelle Julien Smadja, qui reporte directement à Rodolphe Saadé, avec des moyens extrêmement importants. Et donc, je trouve l'importance que CMA-CGM donne à l'IA est assez impressionnante. Ok, ben merci beaucoup. Et donc la question, alors qu'il y a plusieurs sous-questions, on va dire principales, quel est l'impact de vos relations? Frédéric, tu peux peut-être garder le micro. L'IA, qu'est-ce que ça donne comme impact sur vos relations avec les ESN en termes de type de contractualisation, type de prestation, partage des rôles et responsabilités? Est-ce que ça va changer avec l'IA? Qu'est-ce que tu vas attendre des ESN demain ou maintenant?
Là, aujourd'hui, à date exactement, je sais plus, on est le 9 février, je ne sais plus quelle est la date, hein, je ne vois pas encore un énorme changement, mais par contre, on voit qu'il commence à se profiler. Et on parlait du développement, on ne sait pas trop. Moi, j'entendais dire que ça ne va pas faire 20-30% de productivité, mais 100 ou 200%. Pour l'instant, moi, je ne vois pas le 100-200%. Pour l'instant, je vois plutôt du 20%. Mais c'est déjà beaucoup, hein, 20%. Donc on est sur cette tendance. Et pas sur tous les process. Enfin, après, non, sur le développement. Sur le développement, on est plus haut que ça, sans doute, sur tout le testing, où on utilise beaucoup Copilot, effectivement, massivement. Et on l'utilise aussi beaucoup pour tout le code legacy, de vieux code qu'on veut transformer. C'est là où l'IA est assez impressionnante, hein, justement en termes de langage, passer d'un langage à un autre. Et là, effectivement, le gain est pour le coup plus que 20%, effectivement. Donc voilà où on en est, 20% sur le développement, et sur le changement de langage ou sur le testing, on est au-dessus de ça. Ça n'a pas pour l'instant profondément encore changé nos relations avec eux, mais si ça continue comme ça, oui, je pense qu'il y aura des changements. Mais comme ça a été dit, je crois que la mise en place des agents, pour le coup, là aussi, c'est quand même une sacrée inconnue, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais si les promesses sont tenues, je crois qu'effectivement, comme ça a été dit dans le keynote de début, il y a sans doute une place importante dans les ESN pour nous accompagner. Et quand je dis nous accompagner, ce n'est pas forcément la DSI, c'est peut-être la DSI qui va se retrouver disruptée, parce que je pense qu'effectivement, que les ESN vont aller très proches des métiers pour mettre en place ces agents-là. D'accord. Peut-être Sébastien, ou dans la foulée. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Tout de suite, à date, le changement n'est pas radical. Par contre, effectivement, il sera probablement profond, ce que je peux en tirer comme conclusion. Profond parce que dans la chaîne de valeur, il y a certains postes qui, je pense, vont être très vite exposés. Déjà, le pilotage projet, on le voit hein, sur les comptes rendus de réunion, les animations, les productions de slides, le consulting, enfin toute cette partie d'accompagnement du client SN vers effectivement nous. On le voit bien, ça commence déjà à être des game changers sur le sujet de performance, voire de type de profil, voire parfois de suppression de profil. La partie effectivement développement, infrastructure aussi pour la génération d'infrascode, des choses comme ça, c'est des choses sur lesquelles on voit pas mal d'avancées. Et puis effectivement la recette et test sur les possibilités. Ça c'est le champ fonctionnel, donc oui ça viendra. La question qui viendra tout de suite après dans les discussions de négociation avec les ESN, c'est avec quelle IA ? Sous-entendu, qui apporte la valeur? Est-ce que c'est celle du client, parce que question de souveraineté, entraînement du modèle adapté au contexte client, etc., ou celle de l'ESN, qui effectivement soit la base. Vous le ferez avec l'ESN. Enfin, vous pouvez aussi entraîner un modèle avec l'aide de l'ESN. Mais donc, du coup, la question, c'est qui va ubériser qui, hein, globalement, qui apportera la valeur. Et donc, forcément, à un moment donné, la question de l'équation financière viendra derrière. La question du profil, ça, on l'a déjà aujourd'hui. Voilà, des jeunes profils qui sont venus en assistance technique, en consulting, etc. et qui savent travailler dès maintenant qu'avec ce type d'outils, qui n'est peut-être pas forcément dans les règles ou les standards actuels. Voilà, ça pose en tout cas déjà des questions sur les types de profils, et je pense demain, c'est clairement oui, sur la chaîne de valeur. D'accord. Valentine. Je prends la suite. Alors, on a parlé tout à l'heure en introduction du digital workplace, qui était un peu en dernière position. Moi, je me dis, entre les éditeurs logiciels qui augmentent leur prix, des conditions de souveraineté, enfin, de où est la donnée, comment elle est utilisée, moi, je me dis que, oui, le personnel compagnon, il a de l'avenir. En tout cas, c'est comme ça qu'on en a travaillé la culturation. C'est comme ça qu'on peut accélérer l'adoption, et à une adoption qui soit consciente et responsable. Et moi, j'aimerais bien pouvoir attendre les ESN sur ce type de sujet, parce qu'il y a énormément à faire. Et les acquis d'hier, on voit bien qu'il faut les redéfinir et les redessiner la vie dans l'entreprise. Ça, c'est un premier sujet où j'aimerais bien pouvoir voir les ESN. On a parlé du small model d'IA qui soit plus niche sur le cœur de métier. Et on est tout à fait humble là-dessus. Et on sait que ce qui va nous changer, ce qui peut nous donner un avantage concurrentiel, on n'a pas la méthode, forcément. Et on a besoin d'aller chercher ce savoir-faire. Donc on cherche des partenaires, et c'est comme ça qu'on travaille, c'est d'aller identifier des partenaires qui nous amènent et l'expertise sur l'IA, sur l'IA, sur la fonctionnalité cœur, mais aussi sur la manière de l'aborder, de l'entraîner, de la mettre au point. Et ça, on le fait avec des équipes qui sont mixtes, donc avec du transfert de connaissances aussi, de la montée en compétences de nos équipes au contact. Donc c'est vraiment des changements qu'on cherche dans ce partenariat. C'est un tiers de confiance.
Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, les éditeurs de logiciels sur les plateformes cœur comme le RP, comme le CRM, bénéficions, et c'est comme ça qu'on se positionne, bénéficions des fonctionnalités qui sont embarquées, qui sont proposées par les éditeurs. Mais pour le coup, bien évidemment, les intégrateurs vont nous permettre de bénéficier, parce que c'est eux qui nous connaissent, c'est eux qui connaissent nos processus métiers, et ils savent où on en est et comment ils peuvent nous accompagner à monter en maturité là-dessus pour les intégrer au mieux. Sur cet aspect, changement des relations. Je pense que nous vivons ou nous observons les prémices d'un changement profond dans le métier des DSI, notamment dans la production du logiciel. On a l'habitude d'amener des technologies pour disrupter les process de nos clients métiers, et là on se prend une techno qui va disrupter nos propres process. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais ce qui est la promesse aujourd'hui, c'est une production hybride du software entre humain et agent. Donc, et si on arrive rapidement vers ça, on va connaître un shift sur les rôles, sur les responsabilités, sur les compétences, et on va devenir des orchestrateurs d'un truc. Il y aura des humains et des agents qui ne vont pas à la bonne vitesse. On nous promet de la vitesse, ça c'est sûr, mais il faut qu'on garantisse la qualité et le prix, sinon il n'y a pas de valeur. Dans ce contexte-là, on va devoir revoir toutes les politiques de make or buy. Qu'est-ce qu'une entreprise doit garder en interne? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qu'on délègue à une ESN? Et c'est là où j'arrive à votre question, à l'impact sur la relation avec les ESN. Donc, ce qu'on va attendre des ESN, c'est une maîtrise de cette orchestration, de cette nouvelle chaîne de production de software et de la valeur. Donc, c'est les nouvelles attentes. L'autre impact qui va être, j'allais dire, dans du concret, dans des aspects contractuels, pour moi, ça sera peut-être le début de la fin ou la fin d'achat de compétences ou de forme de régie ou autre, et on ira plus vers du service, vers du partage de la valeur, voire du partage de revenus dans certains cas. Donc ce qui sera attendu de l'ESN demain, ce n'est pas de vendre de l'homme-jour, c'est vraiment aussi pour eux, c'est une menace, mais aussi une opportunité d'utiliser ces nouvelles technos, cette disruption-là, pour changer leur business model et aller vendre de la valeur aux clients. Les DSI sont en danger, mais ils survivront. En fait, j'allais revenir sur l'enchaînement. C'est vrai qu'on repensait à l'historique aussi avec l'introduction de Vincent. Il y a quelques années, on disait mais les ESN, ça va être compliqué et on va outsourcer complètement des pans d'activité qui vont être localisés en Inde, en Pologne. La réalité, c'est qu'il y a eu un mouvement qui a été fait et il y a un balancier. Aujourd'hui, on a une nouvelle workforce avec ces agents. Oui, c'est vrai que ça va bousculer, ça va percuter complètement la chaîne de valeur à l'intérieur des ESN et des acteurs qui font la tech. Je parlais tout à l'heure des éditeurs de logiciels. Je pense que les ESN, ils ont cette relation de proximité avec les processus de l'entreprise. Et il y a un coup à faire. Oui, il y a un risque, mais aussi une opportunité, ça c'est certain. Et c'est vrai que moi, en tant que cliente et ancienne du métier aussi, comment on va créer la valeur, comment on va la chercher, parce qu'on sait que les DSI en ont besoin. Et les métiers des DSI en ont besoin aussi. On parlait tout à l'heure de Shadow, et c'est une clé pour l'adoption. Mais finalement, il y a matière à. Oui. Alors, on a dit que les ESN allaient pouvoir trouver leur place d'accompagnement en tiers de confiance. Vous le direz peut-être tout à l'heure dans la table ronde. Alors, en préparant cette table ronde avec d'autres personnes, quelqu'un m'a donné une réflexion, on va dire, disruptive en me disant peut-être ceux qui risquent de perdre un peu plus de plumes sont les éditeurs. Parce que demain, parce que tu parlais pas mal d'éditeurs, demain, en gros, je vais pouvoir demander à mon IA de me construire le logiciel, même le RP très compliqué, qui existe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase un petit peu provocante? Je peux y aller? Ouais, moi, je pense que l'IA et les agents IA, plus les sujets de souveraineté, c'est une très belle opportunité pour les ESN pour retrouver de la place qui a été prise par les éditeurs, surtout par les SaaS, avec de la standardisation, les mêmes process pour tout le monde, et aller produire vraiment de la valeur pour les entreprises en faisant du sur-mesure.
Oui, j'ai déjà entendu cette phrase, je suis assez d'accord, mais le corollaire de cette phrase, c'est que du coup, c'est pas l'éditeur, c'est la data qui va devenir effectivement de plus en plus là où est la valeur, et donc parce que les ESN, on l'a dit, peuvent nous aider à justement valoriser nos data, mais je suis assez d'accord que l'éditeur en tant que juste logiciel, je ne sais pas à quelle vitesse ça va aller, c'est ça, c'est de l'inconnu, elle est là, mais à terme, je pense qu'il y a un problème, oui, pour eux. Ouais, alors après, peut-être une vue un peu différente, mais en tout cas sur des verticaux métiers, moi je vois de plus en plus de verticaux métiers qui intègrent de l'IA. Et finalement, ce qu'on achète, ce sont déjà des moteurs aussi pré-entraînés sur un segment métier, sur des ontologies particulières, enfin bref, qui sont adaptés au segment métier sur lequel on travaille. Je prends le domaine maritime pour prendre cet exemple-là. Oui, ça s'entraîne, ça se prépare des moteurs, et c'est tout autant de choses gagnées pour des structures comme la nôtre. Donc moi je pense que sur des verticaux métiers, ils ont largement des cartes à jouer. Une chose est sûre, c'est qu'on voit une généralisation. Des assistants un peu partout qui fleurissent dans quasiment tous les applicatifs, visant effectivement à aider, à accélérer la prise en main par les utilisateurs, la complexité. Donc non, moi je pense qu'il y a peut-être une carte à jouer pour les éditeurs, à condition de, effectivement, là aussi, monter en chaîne de valeur et aller plus vers le métier. Et en effet, mis à part d'être DSI de l'INSENS, je suis au conseil d'administration de Wallix, un éditeur de logiciels en cybersécurité qui est coté Euronext et dont le motto depuis le démarrage est la responsabilité numérique. Effectivement, il y a eu une belle opération qui a été faite en 2025 d'acheter une pépite spécialisée sur l'IA pour aller plus loin sur la reconnaissance des comportements. Et au conseil d'administration de Wallix, j'ai aussi, à la demande des dirigeants, lancé le comité RSE il y a 3 ans. Donc le fait de dire, on le fait de manière vertueuse, on parlait de social, de sociétal, d'explicabilité, de responsabilité aussi environnementale. Il y a un vrai sujet, et oui, c'est important de s'en emparer, de l'intégrer aussi dans l'offre et son évolution. Alors, j'ai encore 5 minutes, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, si on prend une ou deux questions de l'assistance. Quelqu'un veut poser une question? On a une ou deux questions. Non? Bonjour, Mathieu Sancier, DXC. Vous l'avez évoqué, mais on n'a pas entendu beaucoup d'engouement. Est-ce que vous avez une appétence pour le partage de la valeur sur les projets de transformation que vous allez lancer? Ou est-ce que vous souhaitez continuer à acheter des consultants à un TGM compétitif et garder une maîtrise interne maximale? C'est moi qui ai lancé l'idée, je pense. Non, mais je pense qu'il va être... je ne vois pas comment vous allez vendre à vos clients de la régie d'agents. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sujet. Comme demain, les process vont être hybridés entre intervention humaine et agents IA, je pense que les ESN vendront de la valeur et du produit et pas de... il y aura plus de... Si les promesses se réalisent, il n'y aura plus de time and materials. Donc ça sera un service. Après, ce service-là, il est facturé selon une valeur définie au départ, ou il est en mode revenu sharing ou autre. C'est des formes de facturation différentes. Mais indépendamment de l'IA, moi je pense qu'on va aller vers plutôt du partage de valeur. En effet, ça fait partie des questions qu'on est en train de considérer. Mais pour dire quel est le partage de la valeur, c'est vrai que ça demande aussi une maturité pour se dire c'est quoi les OKR, quelles sont mes métriques, et au-delà de la bottom line, de se dire c'est un pourcentage du revenu au bord de l'entreprise, comment j'ai contribué, je sais mesurer la contribution de valeur de tel pan d'activité, de tel pan de process à la performance de l'entreprise ou à sa performance marché. Donc oui, ça fait partie des questions qu'on se pose. On n'a pas encore la clé pour dire allez, on bascule. Un dernier mot. Ouais, la question n'est pas simple. Alors, pour une administration publique cadrée entre les marchés publics et un peu différent. Les accords partenariats, c'est plus compliqué. Enfin, je pense que de toute façon, les ESN, comme les éditeurs, au contact de leurs clients, de toute façon, on tire une valeur, quoi qu'il arrive, pour le recommercialiser derrière. Nous, on voit que sur les sujets d'IA, forcément, comme on est lié à la data, ça va être une approche plus partenariale.
Et là, c'est plutôt les éditeurs, je pense, qui vont tirer leur épingle du jeu, dans l'accompagnement, dans l'aide à l'entraînement des moteurs. Je pense qu'il y a un sujet, je pense, pour vous illustrer mon propos qui est derrière, mais avec un exemple très concret, notre sujet là, de recodification du code des douanes, évidemment que du coup, on transmet une forme de savoir-faire à un éditeur pour être capable effectivement d'entraîner un moteur sur cette partie-là, qui est donc un vertical métier très particulier et pas un sport de masse, le code des douanes. Donc oui, effectivement, là, je pense qu'il y a une forme de transfert de valeur qui est faite de fait d'expertise. Après, oui, sur des modèles économiques plus classiques, je pense que ça sera plus dur à trouver pour des administrations. Ouais. Frédéric, sur ces derniers points? Non? Pas forcément? Merci. Je vous remercie, tous les quatre, pour cette table ronde. Je passe la parole à Pierre Courrieux pour la seconde table ronde avec des représentants de SN. Voilà. La première table ronde a donné le point de vue des DSI, c'est-à-dire ceux qui achètent et qui arbitrent. On va passer de l'autre côté de la table maintenant avec ceux qui vendent, qui livrent et qui transforment les métiers de leurs clients. Nos 5 panélistes dirigent des ESN qui sont de taille et de culture très différentes. Je vais leur poser 4 questions sur 4 angles. Le passage à l'échelle, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Le modèle économique, l'impact RH et les nouveaux services qu'on va pouvoir développé à partir de l'IA. Donc, Mathieu Sancier, vous êtes directeur stratégie et écosystème de DXC. Vous avez la charge de piloter la transformation IA d'un géant de 137 000 personnes présent dans plus de 70 pays, dont 1 millier en France. Vous avez lourdement investi dans la formation de vos ingénieurs. Vous avez lancé fin 2025 Advisory X, un nouveau groupe consulting dédié au déploiement IA. Xavier Muller, vous présidez Sphère depuis janvier 2025. Sphère, c'est 900 ingénieurs, plus 24% de croissance, une conviction, AI First. Vous cherchez à démontrer qu'une ESN agile peut capter la vague IA plus vite que les mastodontes. Pierre-Yves Jolivet, vous êtes le patron d'Eviden et le responsable mondial du cyber chez Atos. Vous avez rejoint Atos en avril 2025 pour piloter la renaissance d'Eviden qui sort aujourd'hui de sa restructuration avec 8000 experts IA et un actif technique considérable présent dans 47 pays. Muriel Joss, vous représentez Thales Services Numériques ce soir en charge de la direction de l'ingénierie. Vous managez aujourd'hui 1000 ingénieurs fortement impliqués dans les IA critiques. Vous portez la voix du cloud de confiance Sense au plus haut niveau. Sense, c'est la co-entreprise entre Thales et Google Cloud. Et enfin, Long Lok Xuan, vous dirigez Cognizant France depuis 2024. Vous apportez le regard d'un géant américain de 350 000 personnes, très engagé dans le modèle offshore et qui a mis $1 milliard sur le développement et le déploiement de l'IA. La question, c'est est-ce que ce milliard va changer la donne en France ? Donc, on a beaucoup de fantasmes sur le développement de l'IA. D'après une étude de Numéum et KPMG, plus de 80% des ESN identifient la GenAI comme une opportunité. Pourtant, beaucoup des clients n'ont pas encore achevé la digitalisation de leurs processus et leur modernisation cloud et data. Mathieu, DXC publie un chiffre qui est assez étonnant. En fait, 94% des entreprises échouent à déployer l'IA à l'échelle. Aujourd'hui, vous avez lancé Exponential et Advisory X pour résoudre exactement ce problème. Concrètement, combien de clients en France ont dépassé le stade du POC? Et pour tous, est-on vraiment prêt à lancer de grands projets de transformation IA aujourd'hui? C'est beaucoup comme question, ça. Alors oui, nous on pense chez DXC que l'IA est une formidable opportunité. Je souligne parce qu'en préparant, on avait évoqué le fait que tous les clients ne soient pas déjà passés au cloud. Alors on se disait, mais pourquoi ne pas attendre qu'ils aient déjà fait leurs travaux sur le cloud avant d'aller à l'IA? Nous, on pense que c'est un formidable vecteur d'accélération. Ce qui change, c'est quand même, on voit beaucoup de clients
qui était parti sur le cloud et la data plutôt pour du refresh techno et avec des dynamiques qui n'étaient pas forcément orientées par la valeur, donc pas tirées par les métiers. Et ce que je retiens du panel précédent, c'est que tout le monde a dit que ce qui change et ce qui révolutionne la dynamique des entreprises, c'est que c'est le métier qui tire. Donc aujourd'hui, les DSI ils se font challenger et motiver à aller plus vite pour délivrer de la promesse métier. Et donc pour ça que ça arrive, il faut être prêt. Et pour être prêt, donc nous on a pivoté 2 transformations très importantes, effectivement Advisory X, qui réorganise toute notre approche de transformation par industrie, en se concentrant que sur des missions de conseil que l'on sache produire et exploiter. Donc forcément, ça réduit, ça resserre, on a des assets, et on se concentre sur des programmes de transformation par l'IA que l'on sache produire nous-mêmes et aider les clients. Et puis le deuxième, c'est Exponential, qui est le nom de notre framework, pour justement qu'on ne soit plus dans l'échec des 94%, mais qu'on ait un cadre réglementaire de transparence, ça a été évoqué plusieurs fois ce soir, pour mettre tout ça à l'échelle avec des outils dont on partage l'utilisation et dont on partage les copyrights également dans les IP que l'on crée. Donc on a créé tout un cadre réglementaire pour ça, pour enfin avoir un dispositif qui aide les clients à se mettre à l'échelle. Donc oui, définitivement, c'est une formidable opportunité. Et encore une fois, notre conviction, c'est qu'elle rapproche le pouvoir de transformation des métiers et beaucoup moins de la techno des DSI. Vous voulez continuer ? Très bien, volontiers. Alors moi, je suis le petit Pousset. On est une ESN, comme tu l'as dit, qui fait 900 personnes, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, on est positionné sur l'expertise technologique. Alors malheureusement, on ne fait pas 25% de croissance. Ça doit être une hallucination de l'IA. Mais on a un beau taux de croissance à 2 chiffres. Et on en est très content parce qu'en effet, on est véritablement porté par cette révolution. Ce que je peux dire, c'est nous, on a pris une conscience très forte il y a à peu près 1 an, jour pour jour, avec l'arrivée, ça a été un peu évoqué aussi, du vibe coding, donc des agents dans la production du code. On a eu la chance, parce qu'on a des ingénieurs de bon niveau, d'avoir les versions bêta de Claude Code, que certains peut-être connaissent, en février, donc avant qu'ils ne soient commercialisés. Et on s'est dit, si on ne bouge pas, dans 3 ans, on est mort. Véritablement, parce que ce qu'on a mesuré et ce qu'on mesure depuis, c'est que la production du code n'a pas de valeur. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'elle n'a plus de valeur, puisqu'elle est automatisée par des agents qui le font. Et puis on a eu Claude Code qui est sorti, il y a eu Gemini qui est sorti, etc. Ce qui est important, c'est que c'est une véritable révolution. Ça, je pense qu'on en est tous conscients. Nous, et au risque d'être un peu provocateur, on pense que ce qu'on va chercher, c'est un rapport de 1 à 10. Il y a un véritable découplage entre la taille et l'échelle, entre la taille et la production de valeur pour les métiers qui commencent par le métier de l'IT, les métiers du digital. Donc le passage à l'échelle pour nous, le passage à l'échelle, il a d'abord été pour nous. Donc on a pivoté très rapidement. Là aussi, on a une chance qui est d'avoir une communauté assez homogène d'ingénieurs de bon niveau, mais qui ont vécu aussi l'effroi, la résistance au changement, et puis finalement qu'on a réussi à emmener dans cette dynamique-là. Ça révolutionne véritablement leur posture, puisque leur rôle n'est plus de produire du code, mais de faire produire du code par l'IA et d'orchestrer la livraison de ce code-là, en étant assez simple. Donc ce passage à l'échelle, nous, on l'a réussi de notre côté, en appliquant, d'ailleurs j'ai entendu Valentine faire référence à des principes de leadership fort, évidemment un sponsorship très fort par la direction générale et des moyens, beaucoup de moyens. Une leadership lab avec un groupe d'experts qui permet de coacher, d'accompagner le déploiement à l'échelle auprès de nos équipes. Et puis crowd, c'est ce à quoi je crois Valentine faisait référence, c'est-à-dire on le déploie assez massivement. Si je fais cette focalisation sur nous-mêmes, c'est qu'on l'a fait assez vite, assez fort en 2025, et que c'est ce qu'on promeut et c'est ce qu'on déploie aujourd'hui et c'est ce qu'on voit véritablement sur le marché, des plus rapides, une approche à l'échelle, des investissements humains, des investissements budgétaires qui sont forts. Et tu le disais, puis je vais passer la parole, mais il y a 94% des projets de passage à l'échelle qui échouent. Ça veut dire qu'il y en a quand même 6% qui réussissent. Et ces 6%, ils bouleversent véritablement le marché, ils vont véritablement très très vite. Et je pense que là aussi, il aurait d'être un peu provocateur. Ils changent le monde. Ceux qui sont vraiment à l'échelle, ils vont très très vite, très très fort. Et ce fameux effet 10x,
On le voit pour ceux qui ont réussi ce passage à l'échelle. Et puis les 94%, ce n'est pas des losers, c'est des gens qui apprennent. Et on voit qu'on apprend très vite. L'année 2025 et jusqu'à aujourd'hui a été assez éloquente. Oui, merci. Donc, sur le sujet du passage à l'échelle, je pense que ça a été dit par tous les intervenants de la table ronde précédente, c'est l'approche par métier, par processus qui est importante. Et donc nous, on vient de relancer justement notre activité conseil sous le nom Atos Amplify, parce que c'est ça qui va nous permettre de driver l'approche technologique globale, de se dire c'est quoi l'impact business de l'IA, et c'est comme ça qu'on passe à l'échelle. Et je pense que dans le passage à l'échelle, le chiffre qui est mis là, il est assez différent quand même d'un pays à l'autre. Et je ne veux pas faire de French bashing ce soir, surtout que moi, au contraire, je pousse sur les aspects de souveraineté. Mais on voit quand même aux États-Unis et en Angleterre, où il y a eu beaucoup de tendances historiques de business process outsourcing. Et sur ces aspects-là, on voit que sur ces business process outsourcing qui sont déjà outsourcés, on peut avoir un passage à l'échelle et un gain de productivité de l'IA qui est extrêmement fort. Et on a effectivement, on en reparlera peut-être au moment de la question sur les RH, on voit que des business process outsourcing gérés avec de l'agentic AI, et pas de la Gen AI, mais vraiment de l'agentic AI, des plateformes d'agentic AI, là, il y a une vraie révolution. Et là, effectivement, on est dans un facteur 10 entre le nombre de personnes dont vous aviez besoin pour gérer un processus historique il y a 2-3 ans, et le nombre de personnes dont vous avez besoin quand vous reprenez ce processus et vous l'intégrez avec différents agents qui gèrent cet aspect processus, là, vous avez un rapport de 1 à 10 qui est vraiment très clair. Donc l'approche par processus, ça donne une capacité de passer à l'échelle de façon très massive, et du coup, tout le besoin de redéfinir pour les gens qui n'ont pas fait encore ce pas du BPO. Et je pense qu'une des parties qui va être assez impactée dans les entreprises chez les DSI, c'est justement tous ces processus back-office qui, eux, vont être très impactés, parce que là, il y a un gain de productivité x10 qui nous tend les mains. Merci. En fait, je pense qu'une ESN ne doit pas dire non à accompagner ou à mettre en place de l'IA générative ou l'IA agentique. Et on est là pour aider les clients dans leur IA de journée comme dans leur cloud journée. Et ça veut dire, c'est vraiment, cet accompagnement va s'inscrire dans un processus d'automatisation qui est déjà existant, et où, comme vous avez dit, la chose essentielle, c'est de maîtriser l'ensemble de ces processus pour créer, fabriquer soit une offre, soit un produit, soit un service. Et là, ce sera essentiel, parce que c'est de savoir définir quelles sont les étapes, les identifier où l'IA pourra être intégrée. Et donc, on a effectivement pas mal d'entreprises qui se sont lancées, qui ont essayé leur passage à l'échelle et qui n'ont pas réussi. Mais souvent, c'est parce que ces entreprises n'ont pas les mêmes niveaux de maturité chez nos clients, et ils n'ont pas forcément posé une gouvernance, une stratégie, et ensuite un socle data minimal. Et ce que j'aimerais aussi partager, c'est que l'IA va nous faire vraiment changer, ou nous amener. On était avant dans des mécanismes ou des mécaniques industrielles où on optimisait des flux d'informations dans l'entreprise, et on va passer à un mécanisme industriel plutôt d'optimisation toujours de ces flux, mais dans la capture, la capture et dans le déploiement, mais des flux de connaissances au sein de l'entreprise. Et c'est ça qui va être la création de valeur. Et si je partage sur nos clients qui ont le plus de maturité sur le sujet, en fait, comment ils ont déployé l'IA générative et l'IA agentique dans leur société. Ils ont d'abord commencé à utiliser l'IA générative comme des outils d'assistanat, d'abord dans les équipes IT et ensuite dans les équipes métiers. Et ensuite, fort de l'apprentissage, ils ont commencé à se dire, on va utiliser ces IA agentiques dans nos processus, d'abord nos propres processus IT, pour ensuite être en capacité, fort de cette expérience, de pouvoir les intégrer dans leur processus métier. Et en fait, ça permet d'avoir une approche incrémentale pour déployer l'IA génératif ou agentique, et ça évite les effets Big Bang de vouloir aller directement à intégrer l'IA générative ou agentique dans les processus métiers. Je vais prendre un angle complémentaire un peu différent sur la dette technologique. Je pense qu'on peut articuler en ces termes-là.
pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement la mise à l'échelle est souvent rompue à une dette technologique importante, une nécessité de moderniser les infrastructures existantes. Nous, on a fait une enquête côté Cognizant auprès de plusieurs dirigeants, et il y avait quasiment 80% des dirigeants qui indiquaient que finalement, ils étaient prêts dans les 2 ans qui viennent à la modernisation de leur infrastructure. Ils étaient plutôt confiants à ce que leur infrastructure soit modernisée et que la dette technologique soit en recul. Et encore plus de 80%, paradoxalement, étaient plutôt dans l'état qu'ils allaient pas être prêts pour les projets d'IA métiers. Donc la dette technologique, elle est perçue sur 3 volets. Elle est perçue à la fois sur des architectures complexes héritées de fusion-acquisition, d'historiques d'entreprises qui rendent la modernisation compliquée. Il y a aussi une pénurie des ressources. Dans l'enquête, il a été relevé la pérennisation de certaines expertises technologiques qui n'étaient pas forcément assurées, donc qui généraient un manque de ressources. Et évidemment, les contraintes budgétaires associées à des contextes économiques qui font que tout ça n'est pas allé forcément aussi vite. Alors, beaucoup ont adopté les approches cloud first, hybrides, qui permettent de réduire les coûts de support du legacy et qui permettent d'investir dans les projets d'investissement. En tout cas, il y a un autre angle qui est intéressant, même si la mise à l'échelle des projets IA métiers n'est pas forcément immédiate. On peut aussi introduire l'IA dans la modernisation des infrastructures. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'assez simplement, le fait d'automatiser les documentations, d'automatiser l'analyse, de convertir les codes hérités, ça permet souvent de migrer, de moderniser plus vite et de migrer plus vite vers les modèles cibles, de l'ordre, on a vu sur certains cas, de l'ordre de 30% plus vite. Et donc finalement, ce qui fait dire que l'IA peut être lui-même un catalyseur de sa propre adoption. C'est-à-dire que quand elle participe à la modernisation, elle permet ensuite d'aller sur les modèles cibles. Et donc ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement quand on adopte l'IA en interne au sein des organisations, pour les propres processus internes, c'est un premier pas ensuite vers l'adoption de l'IA sur des use cases un peu plus larges et notamment au niveau des bénéfices attendus, au niveau des métiers et du business des clients. Voilà, donc cet accompagnement-là, cette prise de conscience que l'IA peut vraiment, quand elle est prise de manière assez simple dans les processus internes, peut être un vrai catalyseur de sa propre adoption de manière plus large. Donc il y a un vrai pouvoir de transformation de l'IA à condition que ces projets soient bien accompagnés. J'ai entendu dans ce que vous disiez des questions de transparence, en fait, des questions aussi de gain de productivité. Aujourd'hui, vous avez beaucoup investi pour automatiser des tâches répétitives. J'imagine que vos clients ne sont pas les derniers à vous demander de répercuter ces gains de productivité sur vos prix. Comment est-ce que vous réagissez à ça et est-ce que c'est aujourd'hui l'occasion de repenser votre équation économique, soit en changeant votre logique de production, soit en facturant au résultat pour limiter l'érosion de la valeur? Je vous laisse le micro. En transition. Donc effectivement, le sujet de la baisse de coûts, de facturation, des gains de productivité n'est pas nouvelle. On l'a connu avant même l'IA sur les modèles, lorsqu'il a fallu sur la production, le run, aller sur des modèles offshore, aller sur l'automatisation. Les gains de productivité, souvent même contractualisés, sont des choses finalement pour les ESN assez classiques à prendre en compte. On l'a vu aussi lors de l'émergence du cloud avec la part belle que les ESN ont dû laisser aussi aux hyperscalers, parce que vous savez que d'infogérance d'infrastructures legacy, tout ce qui était supervision, administration, exploitation, a été à un moment remplacé par des modèles de cloud où les éditeurs ont pris une part belle et les ESN ont dû effectivement, sur des budgets équivalents, laisser de la place. Donc les ESN ont dû se réinventer à chaque fois, donc sur de nouveaux métiers. On a vu le DevOps, le FinOps, le SecOps lorsqu'il s'agit du cloud, pour créer de la valeur, c'est toujours la valeur, et se réinventer sur des modèles où forcément la facturation ou le chiffre d'affaires peut être mise à mal sur l'aspect volume. Donc je dirais que quand la baisse de coût demandée, qui est une baisse de budget, est réinvestie sur de l'innovation, sur des projets métiers, charge aux ESN de s'adapter, d'évoluer,
dans leurs propres organisations pour justement être présentes également sur les projets d'innovation et les projets d'IA métier, donc être autant proche des DSI que proche des directions métiers. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on fait nous chez Cognizant. Donc on travaille aussi cette montée en valeur pour compenser des éventuelles baisses de volume. Il y a un deuxième effet de marché aussi qui existe, c'est la logique de massification. Massification, on sait que les clients aujourd'hui cherchent à réduire le nombre d'acteurs, de fournisseurs, font souvent des appels d'offres avec des volumes plus larges. Et donc les acteurs qui ont une présence à la fois globale et locale, donc locale pour être proche des besoins métiers, de la compréhension des clients, et globaux parce qu'il faut aussi une capacité de delivery industrielle et globale, en fait, on peut participer à cet exercice de massification qui fait qu'en réalité, le risque de baisse de facturation sera compensé par une présence et des volumes plus forts et effectivement des compétences plus importantes. Donc c'est pas... Après, les modèles, comme je dis, les modèles entre forfait, régie, TNM, ce qu'on a dit, effectivement, on va de plus en plus sur des modèles forfaitaires, engagement de résultat, les modèles de... Quoi qu'on pourrait imaginer des modèles de TNM avec... on a le taux journalier moyen, on pourrait avoir un taux agentique moyen, ou on pourrait imaginer d'autres choses, mais effectivement, la logique voudrait qu'on soit sur des modèles forfaitaires et qu'on aille chercher la valeur sur des modèles complets. Et je pense que les ESN ont toute leur place du fait, je l'ai entendu tout à l'heure, de cette notion d'orchestrateur de projet qui est intrinsèque aux ESN, donc de gérer avec rigueur et une certaine méthodologie des projets assez complexes. Donc je pense que les ESN ont encore une belle heure devant elles. C'est partagé par les autres ? Je vais continuer, mais je pense que la question du modèle temps fois machine, elle est complètement... la fin de ce modèle est légitime. Et je pense que le modèle... parce que l'IA, en fait, va modifier toutes les manières que les entreprises vont produire. Et on ne va pas produire de la même manière. Et donc, la production, elle sera sans doute productivité qui sera plus linéaire, qui sera donc... où la valeur qu'on va créer ensemble ne pourra plus être mesurée en jour homme. Donc le modèle de facturation de régie, pour moi, il devient pas du tout aligné, complètement caduque, et parce que en fait, voilà, on ne se retrouvera pas, et où on doit ensemble construire au niveau des relations entre une ESN et les clients, c'est vraiment d'aller chercher à quantifier ou à savoir rajouter dans nos modèles un mécanisme de valorisation en fait, du delivery de la valeur ou du delivery de la connaissance. Et pour ça, ça va nous demander ensemble de savoir quantifier vraiment précisément ce qu'est la valeur. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas faites maintenant et qui seront à faire ensemble. Et c'est ça qui nous permettra effectivement de changer de modèle et de retrouver un alignement d'intérêts entre nous, ESN, et vous, clients. Donc je pense que ça, c'est important. Et moi, je serais plus sur un modèle, effectivement, temps, homme et IA. Alors comme ça, on va rajouter l'IA en plus. Et pourquoi ? Parce qu'en tant que SN, on va vous fournir les meilleurs algorithmes, on va vous fournir les meilleures logiques prompting, on va vous fournir les meilleurs agents spécialisés et aussi la capacité d'orchestrer ces agents par nos consultants. Et tout ça pour être au rendez-vous de la création de valeur dans vos entreprises. Voilà. Et donc, pour moi, en tant que SN et pour Thales Services Numériques, on trouve que l'IA, c'est une formidable opportunité en fait, de monter dans la chaîne de valeur des clients et de pouvoir faire des activités plus stratégiques, des activités plus différenciantes et puis intrinsèquement plus rentables. Merci. Je vais voir quelque chose d'assez un peu provoquant. Je dirais que, du coup, un des grands transformations que va impulser l'IA, ça va être dans la direction des achats de nos clients. Parce qu'aujourd'hui, nous, il y a quand même une part importante de notre activité qui est déjà au forfait. Ce n'est pas nous qui poussons à avoir une métrique du TJM tout le temps, en permanence. C'est que souvent, à la fin des fins, nos clients ne savent pas mesurer complètement à l'avance ce qu'on délivre. Et donc, ils se mettent à mesurer l'entreprise A, l'entreprise B, l'entreprise C, c'est quoi son TJM, combien de temps il passe. Et ça, donc, la grosse transformation qu'il va y avoir, à faire en commun avec nos clients, c'est être capable de redéfinir la valeur ajoutée, se mettre d'accord sur des KPI qui seront souvent plutôt des KPI opérationnels, de gains de coûts d'administration sur les parties IT,
de gains d'efficacité ou d'amélioration d'efficacité sur des dépenses marketing, et sur lequel on va pouvoir se poser en se disant, bah oui, il y aura une partie, je dirais, fixe, et puis une partie de partage de la valeur. Mais encore une fois, ce n'est pas les ESN qui demandent à être mesurés en TJM. C'est les directions achats à la fin qui ne savent pas faire autrement. Et donc c'est là où il y a une grosse transformation qui va y avoir besoin, et d'ailleurs une grosse transformation sur laquelle les directions achats, je ne pourrais pas l'avoir vu sur le tableau montré par PAC, où je l'ai manqué. Il y a une grosse transformation de l'IA des directions achats. Alors moi, le sujet du TJ, de la valeur, je le vis un peu différemment, parce que moi je suis petit, que moi l'effet TNX, pour moi il est important. On est 900, on a de fait la capacité de production de 9000 ingénieurs augmentés par l'IA. Et c'est comme ça qu'on prend ce marché, et c'est comme ça qu'on prend cette opportunité. Alors c'est plus simple à 9000 qu'à 300 000. À 900 qu'à 300 000, pardon, mais c'est une vraie réalité. Donc, aujourd'hui, cette capacité de production et cette capacité de générer plus de valeur, plus que de tirer de la productivité, de générer plus de valeur, en effet, l'engagement de résultat y est favorable parce que ça permet de s'engager sur la délivrance d'une véritable valeur avec une équipe qui est dimensionnée avec des agents. Juste ce parallèle-là, il peut paraître un peu particulier, mais c'est McKinsey qui a annoncé en début d'année être 65 000 personnes dans le monde, 45 000 salariés, 20 000 agents. Donc cette dimension-là d'effectifs augmentés par des agents, elle n'est pas originale et je pense qu'elle va se répandre très fort. Et pour une organisation de notre taille, c'est vraiment une vraie opportunité. Ça, je dirais, c'est pour les métiers qui sont commodétisés par l'intelligence artificielle. Mon premier métier, la production de code. On ne produit plus de code, c'est l'IA qui produit le code. À côté de ça, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent et puis il y a des gros enjeux sectoriels. Donc PAC en a cité un certain nombre. Nous, on n'a pas vécu, qui pourtant a été cité, la transformation des métiers de la com et du marketing et des agences de com et de marketing. On vit beaucoup, parce qu'on est très fort sur ce marché-là, la transformation du retail, qui est particulier, avec des enjeux, ils sont véritablement impactés par l'IA de façon très très forte, avec des enjeux de visibilité et de maîtrise de la transaction de bout en bout qui sont considérables. Bon, bah là, nous, on arrive avec des expertises qui leur servent et qui, pour le coup, ne souffrent pas de discussion sur le TGM sans fanfaronner. Il y a les achats, on les connaît, les achats de retail, ils ne sont pas tendres. Mais la valorisation de l'expertise, elle existe. Ça, c'est du très court terme. Et si on se projette un peu, il n'y aura plus de codeurs. Mais par contre, ça a été beaucoup expliqué, exprimé, il y a des besoins d'orchestration, il y a des métiers nouveaux qui apparaissent. Il y a une vraie prime à la fonctionnalité, à la capacité à énoncer la fonctionnalité pour avoir derrière, par exemple, du code propre. Tous ces métiers nouveaux qui commencent à venir, qui commencent à poindre, qui commencent à voir le jour, c'est des métiers qui sont des métiers là aussi d'expertise et sur lesquels peut-être on peut imaginer que cette expertise unitaire valorisée à un taux journalier, elle va perdurer, mais elle va juste se transformer parce qu'on va au-devant d'une vraie révolution et de l'avènement de nouveaux métiers dont on n'a pas forcément totalement conscience encore aujourd'hui. Et on va en parler dans un instant. Bon, beaucoup de choses ont été dites et comme dit que c'est un business assez proche de celui de mes confrères ici, je ne vais pas répéter. Sur tout ce qui est production run, on a automatisé, il y a de l'IA partout depuis des années. Ça fait un coût à l'unité qui est très très bas, qu'on continue à améliorer. Ce sont les coûts du marché. Il y a de l'agent TIC-SOC parce que l'AI permet de développer des cyberattaques d'une mesure toute nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi utiliser l'IA pour s'en protéger avec l'agent TIC-SOC. On est très actif sur ce secteur-là. Sur le workplace dont on a parlé, l'application DXC permet de gérer 90% des tickets d'incidents self-care. Donc je ne pense pas qu'on va aller beaucoup plus loin. Donc voilà, donc tout ce qui est production informatique, je pense, c'est optimisé et les clients profitent du bénéfice de la technologie et des gains que l'on fait. Ensuite, on a nos consultants chez Advisory qui font plutôt des projets qu'on cible. Et je pense, comme mes confrères, qu'on a tous des consultants qui sont tellement bons que certains clients sont prêts à les payer un petit peu plus cher parce qu'ils se connaissent bien l'entreprise, ils sont là depuis longtemps, ils connaissent dans le détail. Donc je pense que l'enjeu de prix, il n'est pas tellement dans le TGM, et je souscris complètement à ce fantasme de changer la structure d'évaluation des acheteurs qui aiment ramener ça dans une case, un fichier Excel, mais on va pouvoir leur proposer d'autres choses. En revanche, tout ça ne nous empêche pas d'être créatifs, et donc parmi les clients qu'on a réussi à mettre à l'échelle, parce que je n'ai pas répondu sur combien on en avait mis à l'échelle, un peu plus de 6%, mais ceux qu'on a réussi à mettre à l'échelle, c'est ceux qui ont accepté de réinventer la façon dont on coopère. En l'occurrence, c'est un opérateur d'infrastructure routière
qui voulait trouver un mécanisme pour réordonnancer la façon dont il répare ses réseaux. Donc quand il y a une voiture qui brûle, un pont qui s'écroule, il faut acheter du bitume, mettre des rails, fermer la voie, appeler la voirie, envoyer la police, appeler les abonnés, changer les tarifs. Bref, c'est un très très gros chantier d'ordonnancement. Et on lui a proposé de développer un moteur qui fasse ça. C'était bien évidemment beaucoup trop cher parce qu'il fallait d'abord gouverner la donnée, la structurer, mettre dans le cloud. Enfin, c'était un projet colossal. Et donc on lui a proposé, il l'a accepté, de porter une partie des investissements, moyennant quoi ce moteur d'ingénierie et d'ordonnancement reste une propriété intellectuelle partagée. Alors c'est pas encore dans une JV, mais ça va le devenir, qui nous permettent de le revendre à tous les autres industriels qui ont ces problèmes d'ordonnancement éminemment complexes. Donc partager la valeur, c'est pas forcément partager un bout de chiffre d'affaires, ce que nos clients sont absolument incapables, en tout cas en France, de faire. On commence à le voir en Australie, en Nouvelle-Zélande. En revanche, partager le gain qu'on peut en tirer avec d'autres clients en capitalisant sur la partie non concurrentielle qui ne les dérange pas qu'on la partage avec d'autres industries, ça commence à avoir lieu et c'est vraiment passionnant. Très bien. Donc si je comprends bien, pour rester à la fois pertinent pour vos clients et compétitif dans le marché, il vous faut investir. Et ce qui amène la question des principaux postes de richesse ou de coût, finalement, c'est selon comment on voit, d'une ESN, à savoir ses ressources humaines. Aujourd'hui, le PAC l'a rappelé, Accenture et Capgemini ont annoncé des coupes franches. On se pose beaucoup de questions sur les jobs d'entrée de grille. Dans d'autres cas, c'est plutôt des postes un peu plus expérimentés qui ont fait les frais de ces coupes. Certains des acteurs ici sont très impliqués dans l'inclusion finalement. Donc je voudrais demander à Muriel comment elle, chez Thales, vous faites évoluer le mix de compétences et vous vous assurez que tous vos consultants restent employables à terme. Déjà, ce fameux modèle où on va sacrifier les juniors, je pense que c'est pas le cas. On va plutôt, le junior, en début de carrière, il passait sans doute plus de temps en apprentissage sur des activités à faible valeur ajoutée. Et là, ça va lui permettre, en étant augmenté de l'IA, de pouvoir tout de suite faire ses premières années vers des valeurs à plus grande valeur ajoutée. Et si on regarde le développement, que je connais bien, le développement software, ça évite ou ça permet à un junior rapidement d'aller sur des notions d'architecture, des notions de design pattern. Et comme j'ai entendu, on ne demandera pas à nos juniors de produire du code, on leur demandera de construire un service ou une solution ou un système. Et donc là, on est sur ce que vont attendre demain nos clients. Effectivement, ils n'attendront plus forcément des tâches à faible valeur ajoutée qui pourront être faites par des IA, mais bien avoir des juniors, et puis on pourra parler aussi des seniors, mais des juniors qui auront dans leur sac à dos en fait une panoplie d'agents performants, spécialisés, et qui pourront du coup, en plus, avec le contact de nos expérimentés, pouvoir faire appel à un mentoring d'expertise aussi bien sur les métiers de l'ingénierie que sur les métiers de leurs clients. Chez Thales Services Numériques, ça fait déjà quelques années qu'on a pris le virage pour être une entreprise apprenante, une learning company, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important parce que l'arrivée de l'automatisation IA va faire une dépréciation vraiment importante des compétences techniques. Donc il va falloir faire en sorte que nos collaborateurs, qu'ils soient juniors ou qu'ils soient seniors, soient en capacité d'apprendre et d'apprendre dans leur pratique quotidienne, soit de nouvelles compétences, soit de nouveaux rôles. Et donc, pour faire ça, on a mis en place, du coup, je vais concentrer sur l'ingénierie, mais c'est là où je pense qu'il y a le plus d'impact dans nos métiers. On a mis en place un programme, comme tout le monde, mais un programme à 4I. A, pour les 4 A, c'est l'accélération, c'est l'adoption, c'est l'automation, et le dernier, c'est l'adaptation. Et on va permettre, c'est un programme qui va se décliner dans l'ensemble de la société, et qui va permettre de capturer et d'accélérer en fait les pratiques et les bonnes pratiques et les outils IA. Donc on aura capacité, avec différents rôles qui vont être définis, de capturer en fait les leçons que chaque collaborateur va pouvoir tirer de son expérience sur le terrain et de capitaliser sur les connaissances.
Donc des nouveaux rôles vont intervenir pour accompagner ce changement, parce qu'en fin de compte, on est vraiment sur tirer des leçons aussi sur le pilotage du changement qu'il y aura dans chaque entreprise. Et donc, on aura des gens qui vont être là pour des AI Change Lead, qui seront accompagnés par des AI Exploration sur les use cases, mais aussi des gens qui vont être là pour coacher des réseaux de champions qui seront dans les équipes au contact des collaborateurs pour en fait aider à connaître, à s'améliorer sur ces pratiques d'IA et d'IA générative ou agentique. Très bien. Lang, vous partagez ? Pour compléter, effectivement, sur un angle différent, donc Cognizant, c'est 350 000 personnes dans le monde, mais 250 000 en Inde. Et on a une pyramide déjà assez juniorisée en Inde. Hein, et c'est là où on voit depuis plusieurs mois que en fait, les populations jeunes ne sont pas, évoluent avec l'IA, c'est-à-dire que c'est fait de manière intrinsèque. Hein. L'actif humain associé à l'émergence de l'IA se connecte assez facilement dans les populations plutôt jeunes. Donc on n'a pas forcément cette notion de destruction de l'emploi, on a plutôt des nouvelles terminologies qui se créent. On a par exemple les vibe coders. Hein. Le vibe coding aujourd'hui est une réalité très forte. En Inde, il y a énormément de profils aujourd'hui qui sont des vibe coders. On a aussi le métier que vous allez sans doute venir voir ou entendre parler, c'est tout ce qui est context engineering, donc des ingénieurs qui travaillent sur l'aspect contextualisation lié à ce qu'ils voient de leur expérience auprès de leurs clients. Il y a tout un tas aussi d'activités en proximité autour de la conduite du changement, parce qu'effectivement l'adoption de l'IA ne sera pas sans du conseil, de la conduite du changement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas... effectivement, certains ont communiqué sur des baisses d'effectifs. Nous, en tout cas, Cognizant, en France, on n'est pas non plus des dizaines de milliers, mais on n'a pas cette dimension-là parce qu'effectivement, on a un peu travaillé dans l'investissement dont on parlait précédemment. On s'est préparé pour que effectivement, les ressources humaines évoluent aussi avec l'évolution de la demande. Donc on le voit plutôt comme une opportunité de skilling avec les jeunes qui sont de toute manière l'actif de demain. Donc il n'y a aucune concession à faire dessus. Et aussi beaucoup de projets encore, je le répète, sur la dette technologique. On occupe encore beaucoup de personnes sur la modernisation des infrastructures, et ce, je pense, pour un certain nombre d'années encore. Donc aujourd'hui, l'employabilité, si je prends l'ensemble du globe, il y a un cercle vertueux qui peut exister. Après, c'est une question effectivement c'est une question aussi de mindset et d'orientation d'entreprise. Pierre-Yves, vous le partagez aussi, ça ? Un peu différemment, parce que je pense que, comme dans toute transformation d'automatisation et transformation numérique, il y aura des winners et des losers. Dans la partie... et donc la question, c'est de savoir, c'est quoi les caractéristiques importantes sur lesquelles vous allez faire que vous allez gagner, vous êtes dans le bon camp ou dans le mauvais camp. Et il y a un premier sujet, on a tous parlé, hein, c'est l'IA vous permet d'automatiser. D'une certaine façon, ça rend les experts plus autonomes. C'est-à-dire, si je prends un aspect d'un rôle d'un data scientist, jusqu'à présent, même c'est un rôle récent, hein, il a besoin de 2 ou 3 data engineers pour cleaner la data, pour le faire. En vrai, un data scientist bien équipé avec des outils IA, il peut faire ce rôle assez facilement, en fait, et on gagne directement du temps dans le process. Et donc, dans l'équilibre mondial en fait, des ressources, moi, je ne crois pas à ce qu'on ait un pur diamant, comme on a pu certains le dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que des tâches un peu à faible valeur ajoutée qui ont été externalisées ou offshorées massivement dans des grands centres de développement offshore, celles-là, ils sont très en danger. Et pourquoi elles sont très en danger ? Parce qu'en fait, elles sont entre guillemets relativement automatisables, facilement automatisables. Et puis l'avantage de coût, quand vous avez une personne et 10 agents, ou quand vous avez 10 personnes, c'est pas le même. Entre la Pologne et la France, vous avez un facteur 2. Entre la France et l'Inde, vous avez un facteur 5. Bon, si vous avez une personne qui est au contact du client, qui n'a pas ces problématiques de transférer l'information de ce que veut le client aux différentes étapes en passant par un front office, un middle office, un back office, comme ça arrive encore de temps en temps chez certains gros clients un peu lourds, vous avez des gens qui vont devenir plus efficaces et rebasculer vers une forme de, je sais pas, de réoffshoreisation, mais en tout cas de plus d'importance
sur les équipes qui sont au front, qui sont au contact du client. Le deuxième aspect, quand même, qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a un grand débat qui nous occupe depuis 18 mois. Hein, je ne vais pas vous donner la date exacte, mais qui est quand même la souveraineté technologique de l'Europe. Donc, en tout cas, en Europe, la question pour un certain nombre de clients, on peut appeler les clients d'opérateurs d'infrastructures vitales, le fait d'avoir des développements, une maîtrise de la chaîne, de la supply chain technologique qui est faite en Europe, ça devient un critère clé. Et donc, l'IA et l'équipement en IA des personnes qui sont comme ça en train de servir ces clients-là le rend possible d'un point de vue économique. Donc, moi, je pense que ça, c'est une vraie révolution de coupler, en tout cas pour l'Europe, IA et souveraineté, qui était avant juste, si on voulait garder un peu de compétitivité, on était quand même bien obligé d'offshorer dans des grands sujets. Et si je vais plus loin, ça veut dire que l'avantage qu'on a à être global, et Atos est une entreprise globale, elle n'est pas forcément sur avoir des gros centres de delivery, elle est sur être capable de servir, d'avoir de la bonne connaissance métier quand vous travaillez avec un industriel qui maîtrise d'un certain processus, de travailler avec le même industriel en France, en Europe, en Allemagne, en Espagne, et d'être capable de déployer la connaissance métier et les outils IA et des experts en front office qui sont adaptés à ce métier. Donc autant le changement, l'importance de rester global et local, pour moi, est absolument clé, et c'est un facteur de compétitivité dans le changement de l'IA humain pour les ESN, autant je pense que qu'est-ce qui fait la compétence du global change un peu dans ce métier-là. Très bien. Et pour ce faire, donc moi, je suis tout à fait d'accord sur cette dimension offshore-nearshore. Nous, on n'est pas présent en offshore-nearshore et depuis quelques mois, on arrive à proposer des modèles très compétitifs économiquement parce que avec des ingénieurs en forte proximité, avec une très forte connaissance métier, avec une très forte proximité avec les décideurs clients et avec une compétitivité prix qui est équivalente, au moins équivalente au nearshore. Et donc là, il y a un vrai move et nous, on pense vraiment que c'est un move assez fort. Après, on n'est pas concerné directement par l'offshore, donc on est prudent. Ceci étant dit, sur les compétences, il y a eu plusieurs choses qui ont été évoquées déjà. Sur les juniors, moi je pense, et je sais qu'il y a quelqu'un de l'EPITA ici pour en avoir discuté avec son directeur récemment, il y a les juniors qui sortent aujourd'hui des écoles d'ingénieurs qui, eux, n'ont pas grandi avec cette vague IA de façon très, très ancrée dans leur éducation et qui ont certainement un petit handicap qu'il faut savoir accompagner. Et il y a ceux qui commencent leurs études maintenant, leurs études d'ingénieurs, qui, eux, sont AI native et qui, eux, pour le coup, je pense, vont être très performants très vite et tout de suite dans les moules des comportements qu'on attendra dans nos grandes organisations. Un point aussi, parce que je dis qu'on est une société d'expertise et qu'on a réussi à faire le pivot. Il ne faut pas sous-estimer deux choses, parce qu'on l'a vécu et qu'on le vit toujours. C'est la résistance au changement, y compris de très bons, y compris d'ingénieurs, y compris de codeurs très expérimentés, voire même plutôt d'eux, qui disent très ouvertement, moi, tu comprends Xavier, ce que j'aime, c'est faire du beau code. Et là, on n'attend plus de faire du beau code. On attend de piloter pour que la machine fasse du beau code. Et ça, c'est des vraies révolutions, des vrais changements. Et l'accompagnement du changement dans les équipes des ESN, mais aussi dans les équipes de nos clients, ce qu'on fait par ailleurs, il y a quand même un effort. Et comme la technologie va très vite et que c'est assez bouleversant, c'est un sujet à regarder. Et puis nous, on a pris le pari, en tout cas pour tous les environnements qui sont éligibles au vibe coding ou à l'agentic coding, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans des environnements qui utilisent véritablement les dernières innovations technologiques, de ne pas mettre de frein économique à l'usage de ces outils. Et ce qu'on dit, pour être un peu simple, c'est on est prêt à dépenser, et on le fait dans certains contextes, dans la mesure où c'est efficace, 10 € par heure et par personne sur l'utilisation des outils. Donc c'est un investissement. Si on va chercher un effet de levier facteur 10, même un peu moins, on s'y retrouve. Si on ne le fait pas, sachant qu'on pense aller chercher le facteur 10, ça veut dire qu'on n'y croit pas. Et cet investissement sur les outils, il nous paraît essentiel. L'accès, la technologie va extrêmement vite, vraiment très vite. C'est quasiment des innovations quotidiennes des grands acteurs, certes américains. C'est assez prodigieux, c'est assez fascinant. Il ne faut surtout pas passer à côté. Et malgré tout, ça coûte. Ça coûte à la consommation, ça coûte à l'accès aux outils. Et c'est un des prérequis qui nous semble essentiel à l'évolution des compétences et au fait de bien embrasser ce virage-là.
Alors, DXEC, on n'a pas tellement ce problème-là. On n'embauche pas beaucoup de développeurs en France. Il y a quelque chose qui se passe tout de même, c'est que sur le consulting, donc Advisory X, on embauche moins de PMO qu'avant, parce que maintenant, un consultant senior, il est capable de faire ses comptes rendus, sa gestion de projet, etc. Donc ça, c'est un sens de l'histoire. Mais comme on est toujours dans notre quête de valeur, eh ben, il y a 2 endroits où on continue à investir fortement. C'est dans l'engineering, parce qu'on a une activité engineering forte, dans le trading, l'automobile et quelques autres spécialités, où là, on continue à avoir des consultants juniors qui veulent y faire carrière parce qu'ils sont passionnés d'automobile ou d'autres filières. Et puis, il y a un autre aspect lié à la transformation et à l'IA, qui est lié aux soft skills, qui faisait clairement défaut dans les ESN. Et on a remarqué qu'on avait des petits jeunes dans nos équipes qui étaient très très forts pour aller challenger la façon dont des gens qui ont 30 ans de plus qu'eux travaillent, comment ils pensent, comment ils cliquent, comment ils se comportent, comment ils accueillent le changement. Et donc ça fait, c'est vraiment une zone c'est une zone de jeu où la jeunesse apporte énormément à ce monde d'ingénieurs un petit peu rigoriste. Donc voilà, donc il y a de la place pour eux, il y a de la place pour nos jeunes dans le management of change, dans les industries verticales, un petit peu moins dans le code, et puis du tout pour faire un compte-rendu de réunion. Donc vous augmentez vos consultants maintenant, mais quels sont les nouveaux territoires que vous pouvez explorer aujourd'hui, que vous ne pouviez pas produire hier? J'ai envie de demander d'abord à Xavier. Bon, j'en ai un peu parlé, mais nous, on raisonne encore beaucoup sur une base installée, en quoi ça transforme notre base installée, notre manière d'appréhender les choses. Et donc ça, pour nous, c'est une belle opportunité. Voilà, je pense que vous l'avez compris. On le vit comme ça. On voit que c'est générateur aussi de nouveaux besoins parce qu'il y a des vraies transformations dans les business models de nos clients. J'ai cité un peu le retail parce que c'est un secteur qui m'est cher et qui est vraiment percuté par les innovations portées par l'intelligence artificielle. Donc il y a énormément de choses nouvelles, énormément de manières de faire et de génération de valeur qui sont devant nous, comme je dirais toujours dans toute innovation technologique ou révolution industrielle, comme je pense on est en train de la vivre, et j'imagine tous d'accord. Donc encore une fois, on a devant nous un champ des possibles qui est ouvert. Ce qui est important, c'est d'être agile. Ce qui est important, c'est d'être responsable. Ça a aussi été évoqué dans ces usages-là. Mais aujourd'hui, on ne voit pas de limite. On voit simplement le fait que les choses vont très très vite, qu'il faut être encore une fois très agile et très à l'écoute et très attentif sur ce qui se passe, sur les grandes évolutions et l'accélération de ces évolutions technologiques pour bien les appréhender, pas passer à côté. Je pense qu'il ne faut pas rater de train. Parce que les trains vont très vite et que c'est beaucoup de l'avenir de nos avenirs et de la compétitivité de nos organisations qui se joue aujourd'hui. Et je pense là-dessus, encore une fois, nous, on a lancé dès Q1 2025 une plateforme qui s'appelle Polaris IA, qui est justement une plateforme agentique, d'IA agentique, qui peut être déployée on-premise chez nos clients. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que ça veut dire qu'on est d'une certaine façon, et je pense que certains de nos concurrents l'ont fait aussi, on est en train, pour revenir à ce débat-là, de reprendre un peu de valeur par rapport au métier des éditeurs. Parce qu'à partir du moment où vous avez une plateforme agentique IA, effectivement, vous avez des éditeurs très métiers qui sont protégés, ou des éditeurs très, très intégrés au processus d'une entreprise. On ne va pas remplacer un ERP du jour au lendemain par un add-on sur ChatGPT ou sur notre plateforme Polaris IA. Mais par contre, il y a tout un tas de nouveaux besoins qui sont, à partir du moment où il y a un data cube qui est bien, qui sont complètement gérables et créables par une suite d'agents qu'on peut vouloir avoir on-premise pour son activité, qu'on peut vouloir développer, plutôt que de juste acheter ce qu'on a appelé dans les années 90 un progiciel qu'il va falloir gérer, repartir, customiser, parce que les process ne sont pas les mêmes, blablabla. Partir directement, si je prends sur un nouveau processus, sur un nouvel processus outil et de charge, géré complètement sous la forme d'une plateforme agentique, ça, par contre, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable aujourd'hui.
Sur cette question, je reviendrai sur qu'on est plutôt au début d'un consultant qui va être vraiment créateur de valeur. Donc c'est pour moi très, très important parce que l'IA va augmenter l'impact de nos consultants. Et voilà, parce que ça va permettre d'éviter des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée et ça permet de rester sur des tâches où l'homme sera toujours irremplaçable, sur des dimensions qui sont stratégiques, des dimensions qui sont relationnelles ou des dimensions qui sont créatives. Donc pour moi, le modèle, ce que peut amener une ESN en termes de valorisation à les clients, c'est de permettre qu'on maîtrise, en fait, on maîtrise la technologie ou l'expertise technologique et continuera à produire cette expertise technologique. On est aussi des ESN qui sont capables de connaître vos processus clients et donc vraiment de savoir comment pouvoir les améliorer et créer la valeur. Et puis on est aussi des ESN qui sont capables qui ont de l'expérience dans de la conduite de changement à l'échelle. Et je pense que ces trois assets vont permettre de savoir où mettre en fait le type d'IA, le typologie d'IA dans vos processus métiers et en vous proposant aussi un cadre, c'est-à-dire un cadre sur la gouvernance, un cadre sur la sécurité et un cadre sur la conformité qui nous permettra ensemble de tirer le maximum de valeur et d'efficience pour vos produits, pour vos services et pour vos offres. Donc pour moi, ce qu'on vendra demain au niveau, je laisserai les clients trouver ce qu'ils auront envie de créer, parce que je pense que ce qu'on ferait aujourd'hui, ça va déjà être désuet demain, mais en tout cas, on est là pour vous vendre ou pour essayer d'avoir un impact business quantifié. Et donc, vous nous achèterez du résultat et nous, on assumera le risque de l'exécution. Merci. Un autre angle de vue, nous, on s'est toujours positionné en tant qu'ESN à l'intersection des technologies et des industries. Je pense que là, on va être de plus en plus, c'est la technologie qui va être de plus en plus être au service des industries. C'est-à-dire que la manière dont on s'organise aussi, les ESN, c'est aussi, en fonction de leur taille, des questions de gouvernance et d'organisation. L'approche de l'IA induit naturellement d'avoir une expertise encore plus pointue sur les verticales marchés. C'est-à-dire que, je prends des exemples, aujourd'hui on a développé beaucoup d'offres brandées IA sur, par exemple, le domaine life science. Aujourd'hui, les besoins en termes d'IA sur les use cases life science sont différents de ce qu'on voit, par exemple, dans la banque, avec les aspects réglementaires, ou de ce qu'on voit dans le retail, par exemple. Donc l'IA va précipiter cette nécessité que les ESN effectivement renforcent les expertises sur les domaines marchés, ce qui est du coup une vraie opportunité effectivement pour les collaborateurs de demain de choisir des spécialisations marché avec effectivement une proximité du coup plus forte avec l'environnement des clients. Donc un modèle un peu moins généraliste. Donc l'IA, ça va en même temps que le mouvement de l'IA qui a commencé avec les LLM, etc. On se dirige davantage sur les modèles de SLM, les Small Language Models spécialisés. Et donc je pense qu'effectivement, cette orientation industrie est un vrai bénéfice et un vrai changement profond, puisqu'effectivement, ça deviendra un petit peu pour nous le leitmotiv en termes de fonctionnement. Quand on est dans une géographie, dans une service line, effectivement, il faudra peut-être un moment choisir une industrie. Il y a des industries de pointe, mais il faudra être pointu dans certaines industries de pointe, je pense. Très bien. À vous. Alors, si la question c'est qu'est-ce qu'on vendra demain, effectivement, je pense que le niveau de profondeur avec lequel on va pouvoir accompagner des industries verticales, on n'a pas idée, à mon avis, du niveau de profondeur où on va pouvoir aller. Mais je pense que le step d'après, c'est la transversalité cross-industrie. Parce qu'en fait, les technologies d'IA, on parle beaucoup de technologie IA comme une façon d'augmenter la façon dont quelqu'un travaille à quelque chose sur lequel il travaille déjà. Mais ça permet également de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. On a des dossiers, là, par exemple, il est possible de lancer aujourd'hui une banque affinitaire avec une plateforme de banque as a service en 8 semaines. Il y a 10 ans, c'était inenvisageable de lancer une banque affinitaire pour toucher 1 million de clients en France en 8 semaines. Aujourd'hui, c'est possible. Mais demain, cette banque, elle pourrait être la banque de la faculté Paris-Sorbonne. Elle pourrait embarquer des offres servicielles, d'assurance, de logement, d'éducation.
Donc le client de la banque, c'est plus quelqu'un qui a du pouvoir d'achat, c'est quelqu'un qui naît, qui meurt et qui a des besoins de financement tout au long de sa vie. Et donc le processus bancaire, c'est plus de qualifier les gens selon leurs revenus ou leur mode de vie, mais d'accompagner des parcours. Ça, c'était pas possible avant. Aujourd'hui, avec toutes les IA nouvelles, là, je pense à 7AI, Boomi, Bewise et d'autres, on est capable de fédérer horizontalement son ticket d'entrée qui soit incommensurable, des processus métiers de différentes industries pour donner une expérience unique aux citoyens ou aux consommateurs. J'espère par exemple que l'IA nous permettra, peut-être pas pour les prochaines présidentielles, mais les suivantes, de voter sur un téléphone. Ce qui aujourd'hui pose plein de problèmes et du blocage, mais ça devrait être possible demain. Des exemples comme ça, il y en a en paquet. Donc, ils sont un peu prospectifs, mais comme c'est l'heure de l'apéro, c'est le bon moment. Ça peut ouvrir le débat sur la souveraineté et sur les tiers de confiance. Il me reste à vous remercier. Je ne sais pas si nous avons le temps pour une question. Une seule. Je vois une main se lever au fond. Il arrive, j'ai l'impression. François Bossière, je dirige la société Polynôme, on est pure player en IA. Je pense comme vous que les gains que promet l'IA se concrétiseront avec l'arrivée de l'IA agentique. Et l'ambition de l'IA agentique, c'est avant tout d'automatiser le travail des cols blancs. Du coup, la question que je me pose, c'est à quel point est-ce que les ESN sont prêtes, dans la transformation de ce business model, à changer à la fois, j'ai envie de dire par la base, former les juniors, etc., mais aussi changer la façon dont elles vendent, puisqu'il s'agira moins de vendre au DSI que de vendre potentiellement des gros projets de transformation aux directions métiers. Et est-ce qu'elles ont le savoir-faire et sinon, comment est-ce que vous pensez pouvoir l'acquérir ? Alors, je pense que c'est une bonne question. Je pense que on l'a tous dit, et on l'a d'ailleurs aussi, quelque chose que vous avez pu voir, on est un peu tous en train de relancer nos activités de conseil. Parce que justement, qu'est-ce qui est pas pour faire du conseil, alors peut-être pour mes concurrents, mais en tout cas, on ne va pas faire du conseil en créativité et en choses là, mais on est pour faire du conseil pour avoir, et pas pour faire du PowerPoint, mais pour accompagner nos clients dans leur transformation avec des enjeux business et avoir de l'impact. Et c'est ça, c'est pour ça que nous, chez Atos, on relance Atos Amplify, je crois que donc, Advisory X, chez mes concurrents, parce que en fait, on est dans une effectivement compétition avec les grands cabinets de conseil type McKinsey, de savoir à un moment donné qui va manger l'autre. Alors, ça ne va jamais être aussi simple que ça, mais effectivement, si on veut tirer toute la promesse de l'agentique AI, il faut qu'on sorte d'une relation exclusive avec la DSI et qu'on aille dans une relation avec des directions beaucoup plus métiers. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, cette tendance et cette tentation. Donc c'est pour ça que, encore une fois, on n'a pas du tout l'intention d'aller acheter ou fusionner avec un McKinsey ou un BCG qui font plein d'autres choses qui ne sont pas notre métier. Par contre, la transformation digitale et l'impact digital des directions métiers dans les grandes entreprises, pour le faire bien, il ne suffit pas de faire du PowerPoint, il faut être capable de délivrer derrière de l'impact avec des outils de la techno. Et ça, il n'y a que les grandes ESN qui seront capables, qui vont être capables de le faire. Merci à tous les 5. Est-ce qu'il reste du temps ? Ouais, vas-y. Est-ce qu'il reste du temps pour la conclusion ou pas ? On m'avait dit 45 minutes, comme les tables rondes. Bon, donc G9+ et PAC ont proposé à Numéum d'intervenir à cette soirée. Numéum en tant que syndicat des entreprises, des professionnels du numérique en France. Donc je suis ravi de prendre la parole pour clôturer la soirée. Je vais essayer de ne pas faire trop long. J'ai pris quelques notes pendant la soirée. D'abord, on a eu des constats hyper intéressants. Les DSI nous ont dit qu'ils avançaient vite.
avec une autonomie accrue envers la techno. En fait, ils ont accès directement à la techno. Vous avez parlé de shift progressif, c'est-à-dire la mise en œuvre d'usages concrets, notamment via des demandes qui viennent de vos métiers. Vous avez indiqué que du coup, potentiellement, la demande demain se déplacerait. En tout cas, qu'il y aurait une reconfiguration potentielle de la relation entre vous et les ESN, c'est-à-dire les boîtes de services. J'ai entendu qu'il y aurait probablement moins d'exécution. J'ai entendu, même certains ont dit que c'était la mort de la science technique, d'autres ont dit qu'on allait repenser la valeur. En tout cas, il y aurait de la vente différente de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et pendant la table ronde des ESN, qui était, moi, que j'ai trouvé hyper intéressante, on a dit que finalement, même pour les boîtes qui n'étaient pas encore passées dans le cloud, c'était pas grave parce que l'IA allait être un catalyseur, je crois que c'est toi qui l'as dit, qu'il y avait quand même des points durs à lever. Qu'est-ce qu'on ferait de certaines de nos équipes offshore? Comment on allait former massivement nos équipes vers ces nouveaux usages, notamment les consultants intermédiaires ou expérimentés qui ne sont pas AI native. On a parlé des modèles économiques à réinventer dans un monde où il y aurait des gains colossaux. J'ai trouvé que finalement ce soir, les ESN étaient plus, en tout cas plus engagés que les clients, parce que vous avez pour beaucoup parlé de gains de 1 à 10 vécus, réels, notamment sur toute la partie modernisation. Mais enfin, les ESN ont dit, voilà, on s'est déjà adapté à Internet, aux ERP, au cloud, au low-code, au no-code, et pas de problème, on va s'adapter à la vague qui arrive. Bon, donc moi, je vais essayer de répondre, je vais vous donner la vision de Numéum sur la question la vague IA, opportunités ou menaces pour les ESN. Ça n'engage que moi et Numéum. Enfin, je vais quand même essayer de le faire. Donc oui, il y a une vague, c'est sûr. C'est un énorme changement de cycle, on l'a dit, on l'a vu ce soir. On pense chez Numéum que ce sera plus un impact effectivement qualitatif que quantitatif sur la demande. La demande va se déplacer. Alors on avait perdu des parts de marché, les ESN, face aux éditeurs de solutions. Et puis certains ont dit ce soir que c'était le moment pour nous de reprendre le lead sur certains sujets. Je nous le souhaite. En tout cas, il y a un déplacement vers des besoins plus complexes. Et donc, est-ce que c'est une opportunité ou une menace, cette vague IA? Bon, a priori, vous étiez l'air d'être tous d'accord, et on est d'accord chez Numéum. C'est une menace pour l'ESN exécutante, qui avait juste l'habitude de proposer de la compétence fois du temps homme, et c'est tout. Et pour ces entreprises-là, c'est une réelle menace. À quel horizon, je ne sais pas, parce qu'on a parlé ce soir d'évolution progressive, vous l'avez dit, plusieurs DSI en tout cas l'ont dit ce soir. Mais pour eux, ça va être difficile. En revanche, c'est une opportunité pour les ESN, là ça a été dit par Djilali, par Xavier, etc. Pour les ESN orchestratrices, les ESN architectes, ce qui est probablement le futur de notre métier. Savoir piloter la complexité et avec une vision globale. Il y en a plusieurs qui ont parlé de tiers de confiance. Nous, on est d'accord avec ça. On pense que les ESN, elles vont pouvoir orchestrer justement l'ensemble de cet écosystème dans lequel on va retrouver des éditeurs, des intégrateurs, des plateformes IA, des providers cloud. Et les ESN, elles savent le faire parce que c'est leur métier, justement, de coordonner des personnes, de le faire avec une vision architecture dès le démarrage et surtout une indépendance technologique. Donc ça, c'est un atout pour les clients et quand les ESN ont vers elles. Et qu'enfin, les ESN, bon, on a parlé de boîtes de conseil, mais elles peuvent accompagner ce changement. Donc là, encore une fois, les ESN ont leur rôle de tiers de confiance à jouer. C'est ce qu'on souhaite. Il y en a même qui ont parlé, je crois que c'est Pierre-Yves qui a dit effectivement qu'on pouvait reprendre du marché, puisque avec les plateformes propriétaires, pour aller permettre à nos clients, et donc nous-mêmes en tout cas, de leur permettre de capter la valeur. Donc on rentre dans l'ère des ESN architectes. Voilà, c'est une opportunité pour ces boîtes-là. Le dernier point, c'est que ce sera possible uniquement si on est crédible nous-mêmes, c'est-à-dire que ces transformations-là, on les a vécues. Chez Numéum, il y a tout type d'acteurs, on représente tout type d'acteurs. Il y a des très grandes boîtes qui viennent avec déjà des transformations engagées. Il y a des boîtes grandes, petites ou moyennes, peu importe la taille, mais qui n'ont pas vraiment démarré. Pour celles-là, ce sera probablement plus difficile et donc une menace. Et pour accompagner les entreprises, on se doit nous-mêmes de se transformer sur le sujet des compétences, des outils dans notre delivery, ou encore sur l'évolution de nos modèles de revenus. Voilà, pour finir, l'IA, ça secoue, c'est clair, et ça va nous secouer pendant pas mal d'années. Mais chez Numéum, on ne veut pas opposer les éditeurs de logiciels, les ESN, les clients, les providers. En fait, ça nous oblige à repenser l'ensemble de la filière, mais on pense que c'est une opportunité pour la filière numérique française. Et on se souhaite tous ensemble dans la salle, avec tous les représentants qui sont présents, de construire une IA appliquée aussi bien pour les entreprises que pour nos citoyens. Et c'est ce vers quoi Numéum sera ravi d'accompagner ses adhérents dans les années à venir. Voilà,
je nous souhaite une bonne fin de soirée, puisque je crois que c'est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, c'est terminé. Ça, vous pourrez le lire tout à l'heure pendant le cocktail. C'est les prochains événements du G9+. Abonnez-vous à notre newsletter, regardez notre chaîne YouTube et envoyez-nous des idées. On va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. On l'attend avec impatience. C'est tout sur le site g9plus.org. Donc, pas la peine de prendre des photos. Merci à tous.